Un millionnaire arrogant sombre dans le désespoir, en voyant son fils unique au bord de la mort, jusqu'à ce qu'une fille inconnue apparaisse en offrant le sang qui peut le sauver. En découvrant que cette fille était sa fille rejetée du passé, son cœur s'effondre. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. Dans le 16e arrondissement de Paris, là où les rues bordées d'arbres centenaires abritaient des hôtels particuliers et des appartements haussmanniens, se dressait la demeure de Laurent Deschamps. Cette bâtisse majestueuse aux moulures élégantes et aux balcons en fer forgé témoignait de la réussite exceptionnelle de son propriétaire. À 52 ans, Laurent était le fondateur et PDG de Deschamps Technologies, une entreprise française devenue en 2 décennies un géant mondial des solutions informatiques médicales. Ce matin de septembre, comme chaque jour, Laurent consultait ses emails sur la terrasse de son appartement qui offrait une vue imprenable sur la tour Eiffel. Son café noir refroidissait dans une tasse de porcelaine fine, tandis que ses doigts tapotaient frénétiquement sur l'écran de sa tablette. 3 réunions l'attendirent ce matin, suivies d'un déjeuner avec le ministre de la Santé et d'une visioconférence avec des investisseurs américains. « Papa, tu viendras me voir jouer samedi ?» La voix de Mathieu, son fils de 12 ans, interrompit sa concentration. Le garçon se tenait dans l'encadrement de la porte-fenêtre, son uniforme scolaire impeccablement repassé, ses cheveux blonds soigneusement coiffés. « Samedi ?» répéta Laurent, fronçant les sourcils en essayant de se rappeler son agenda. « Mon match de tennis, la finale du tournoi junior. Je t'en ai parlé la semaine dernière, » précisa Mathieu, une lueur d'espoir dans ses yeux bleus. Laurent soupira. Intérieurement, il avait complètement oublié. Ce samedi, il devait se rendre à Genève pour une conférence importante. « Je suis désolé, Mathieu. J'ai une conférence ce week-end. C'est impossible de la reporter. » Le visage du garçon s'assombrit, mais il hocha la tête avec une résignation qui serra le cœur de Laurent. Cette expression, il l'avait vue trop souvent ces dernières années. Depuis la disparition de sa mère, Élodie, 4 ans plus tôt, Mathieu avait appris à ne pas trop espérer. « Je comprends, » murmura le garçon. « Béatrice viendra me voir de toute façon. » Béatrice, la gouvernante qui s'occupait de Mathieu depuis sa naissance, était plus présente dans la vie quotidienne du garçon que son propre père. Cette pensée traversa l'esprit de Laurent, accompagnée d'une pointe de culpabilité qu'il chassa rapidement. « Je me rattraperai, je te le promets, » dit-il en consultant sa montre. « Ta voiture t'attend. Passe une bonne journée à l'école. » Mathieu hocha la tête et disparut à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Laurent entendit la porte d'entrée se refermer. Il resta immobile un instant, fixant la chaise vide en face de lui. Combien de petits déjeuners avait-il manqué avec son fils? Combien de conversations importantes avait-il reportées? Son téléphone vibra, le ramenant à la réalité. C'était Juliette Mercier, sa directrice financière. « Laurent, le conseil d'administration attend, tu es en retard. »« J'arrive », répondit-il sèchement avant de raccrocher. Dans la voiture qui le conduisait vers le siège de son entreprise, Laurent observait distraitement le paysage parisien. Les boutiques de luxe de l'avenue Montaigne défilaient, suivies par les façades historiques de la place de la Concorde. Son chauffeur Philippe conduisait en silence, habitué aux humeurs de son patron. Deschamps Technologies occupait un immeuble entier près de la Défense. Le hall d'entrée, tout en verre et en marbre blanc, impressionnait par sa hauteur et sa luminosité. Des employés s'inclinaient respectueusement sur le passage de Laurent, tandis qu'il se dirigeait vers l'ascenseur privé qui le menait directement à son bureau du dernier étage. Juliette l'attendait, dossiers en main. À 45 ans, elle incarnait l'efficacité même, avec son tailleur impeccable et son chignon serré. « Les résultats du 3e trimestre sont excellents », annonça-t-elle sans préambule. « Notre nouvelle plateforme de diagnostic médical a dépassé toutes les prévisions. Les Américains et les Chinois se l'arrachent. » Laurent acquiesça distraitement. Le succès de son entreprise ne le surprenait plus. Il l'attendait, l'exigeait même. « Le Conseil veut discuter de l'offre de rachat de Biomed International », poursuivit Juliette. « Il propose désormais 2,4 milliards d'euros. » Cette information attira son attention. 2,4 milliards. Ils sont montés de 400 millions en une semaine. Ils te veulent, Laurent. Ils savent que sans toi, Deschamps Technologies perdrait de sa valeur.
Laurent sourit avec satisfaction. Voilà ce qu'il avait construit. Une entreprise que les géants mondiaux s'arrachaient à prix d'or. Son téléphone vibra à nouveau. C'était l'école de Mathieu. Il fronça les sourcils, agacé par cette interruption, mais décrocha néanmoins. « Monsieur Deschamps ? Ici Madame Dupont, l'infirmière du collège Saint-Dominique. Votre fils a eu un malaise pendant son cours d'éducation physique. » Laurent se raidit. « Un malaise ? Comment va-t-il » ? « Il a perdu connaissance pendant quelques minutes. Nous avons appelé une ambulance. Il est en route pour l'hôpital Necker. » Le monde de Laurent s'arrêta brusquement. Ses préoccupations professionnelles s'évanouirent en un instant. « J'arrive immédiatement, dit-il, la gorge nouée. » Dans la voiture qui le conduisait à toute vitesse vers l'hôpital, Laurent sentait une angoisse inconnue l'envahir. Lui qui contrôlait tout, qui avait bâti un empire, se sentait soudain impuissant. Il composa le numéro du professeur Moreau, un éminent cardiologue qu'il connaissait personnellement. « Antoine ? C'est Laurent. Mon fils a été transporté aux urgences de Necker. Il a perdu connaissance. J'ai besoin que tu t'en occupes personnellement. »« Je m'en charge immédiatement, » assura le médecin. L'hôpital Necker, spécialisé dans les soins pédiatriques, était un bâtiment moderne au cœur de Paris. Laurent s'y précipita, ignorant les regards surpris des infirmières qui reconnaissaient ce visage souvent aperçu dans les magazines économiques. Le professeur Moreau l'attendait dans un couloir aseptisé. « Mathieu est stabilisé, » annonça-t-il sans préambule. « Nous avons effectué les premiers examens. »« Qu'est-ce qu'il a ?» demanda Laurent, la voix tremblante. Le visage grave du médecin fit naître une terreur sourde dans la poitrine de Laurent. « Nous avons détecté une anomalie sanguine extrêmement rare, une forme d'anémie hémolytique auto-immune que je n'ai jamais rencontrée dans ma carrière. Ces globules rouges se détruisent à un rythme alarmant. » Laurent pâlit. « Et le traitement ? Il a besoin d'une transfusion d'urgence. Mais son groupe sanguin présente une particularité génétique rarissime. Nous cherchons actuellement dans la base nationale des donneurs compatibles. »« Et s'il n'y en a pas ?» demanda Laurent, la sonné. « Gorge sèche. » Le silence du médecin fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. « Je veux le voir, » exigea Laurent. Le professeur Moreau le conduisit jusqu'à une chambre de soins intensifs. Mathieu était allongé sur un lit, entouré de machines qui surveillaient ses constantes vitales. Son visage était d'une pâleur effrayante, presque translucide. Des tubes et des perfusions sortaient de ses bras frêles. Laurent s'approcha lentement, comme s'il craignait que son fils ne se brise au moindre contact. Il prit sa main froide entre les siennes. « Mathieu, » murmura-t-il. Le garçon ouvrit faiblement les yeux. « Papa, tu es venu... » Ces mots, prononcés avec surprise, furent comme un coup de poignard pour Laurent. Son fils était étonné de le voir à son chevet. « Bien sûr que je suis là, » répondit-il en serrant doucement sa main. « Je serai toujours là quand tu as besoin de moi. »« Un mensonge, » réalisa-t-il avec amertume. Jusqu'à aujourd'hui, il avait rarement été présent quand son fils avait besoin de lui. « Je me sens bizarre, » murmura Mathieu, « comme si je flottais. »« C'est les médicaments, » le rassura Laurent. « Tu vas te reposer et bientôt tu iras mieux. » Le garçon hocha faiblement la tête avant de refermer les yeux. Laurent resta immobile, tenant la main de son fils, incapable de détacher son regard de ce visage qui ressemblait tant à celui d'Élodie. Le professeur Moreau revint 1 heure plus tard, l'air encore plus grave. « Nous avons contacté tous les centres de transfusion en France, » annonça-t-il. « Aucun donneur compatible n'a été identifié. » Laurent se leva brusquement. « Élargissez la recherche à l'Europe entière, au monde s'il le faut. Je paierai tous les frais nécessaires. »« C'est déjà en cours, » assura le médecin. « Mais je dois être honnête avec vous, Laurent. Même avec toutes vos ressources, trouver un donneur compatible dans les délais dont nous disposons relève du miracle. » « Combien de temps avons-nous ? » « 24 heures, peut-être 36. Ensuite, les organes commenceront à défaillir. » Laurent sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il éprouvait une peur viscérale, primitive. L'argent, le pouvoir, l'influence, tout ce qui définissait son existence, semblait soudain dérisoire face à cette menace invisible qui s'attaquait à la vie de son fils. La nuit était tombée sur Paris. À travers les grandes baies vitrées de l'hôpital,
Laurent observait les lumières de la ville qui scintillaient dans l'obscurité, indifférentes au drame qui se jouait dans cette chambre aseptisée. Mathieu dormait d'un sommeil artificiel, son corps relié à une multitude d'appareils qui émettaient des bips réguliers, seul signe rassurant dans ce silence oppressant. Laurent avait installé un bureau improvisé dans un coin de la chambre. 3 ordinateurs portables, 2 téléphones et une série de dossiers s'étalaient devant lui. Depuis l'annonce du diagnostic, il avait mobilisé toutes ses ressources, tous ses contacts, toute son influence. Son assistante personnelle, Caroline, coordonnait depuis le siège de l'entreprise une opération de recherche internationale. Monsieur Deschamps, la voix douce de l'infirmière de nuit le tira de ses pensées. Le professeur Moreau souhaite vous voir dans son bureau. Laurent jeta un dernier regard à son fils avant de suivre l'infirmière à travers les couloirs silencieux. Le professeur l'attendait, le visage marqué par la fatigue. « Nous avons contacté tous les centres de transfusion en Europe », annonça-t-il sans préambule, « et les principaux hôpitaux aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie. Aucun donneur compatible n'a été identifié. » Laurent serra les poings. « Ce n'est pas possible. Il doit bien y avoir quelqu'un quelque part. » La particularité du sang de Mathieu est exceptionnellement rare. Une mutation génétique qui touche moins d'une personne sur plusieurs millions. Et la thérapie génique, les traitements expérimentaux? Le professeur secoua la tête. Pas. Dans les délais dont nous disposons. Je suis désolé, Laurent, mais vous devez vous préparer à... Non, l'interrompit Laurent, la voix tranchante. Je refuse cette option. Continuez à chercher. De retour dans la chambre de Mathieu, Laurent s'assit lourdement sur la chaise près du lit. Pour la première fois depuis des années, il se sentait totalement impuissant. Lui qui avait bâti un empire, qui négociait avec des présidents et des premiers ministres, ne pouvait rien faire pour sauver son propre fils. Son téléphone vibra. C'était Juliette. « Laurent, nous avons contacté tous les laboratoires privés sur la liste. Aucun résultat positif pour l'instant. Le docteur Keller de Genève suggère une approche expérimentale, mais elle nécessiterait plusieurs jours de préparation. Plusieurs jours que nous n'avons pas, murmura Laurent, la gorge serrée. Après avoir raccroché, il resta immobile, fixant le visage pâle de son fils. Des souvenirs l'assaillirent soudain. Mathieu a 4 ans, courant dans le jardin de leur maison de campagne. Mathieu a 7 ans, apprenant à faire du vélo sans les petites roues. Mathieu a 9 ans, lui offrant un dessin maladroit pour la fête des pères. Et combien de ces moments avait-il réellement vécu? Combien avait-il manqué, trop occupé par ses réunions, ses voyages d'affaires, ses négociations? La culpabilité l'étreignit comme un étau. Il avait sacrifié sa relation avec son fils sur l'autel de sa réussite professionnelle, persuadé que sa fortune et son influence compenseraient son absence. Aujourd'hui, face à cette menace implacable, il réalisait la vacuité de cette croyance. « Je suis désolé, Mathieu, » murmura-t-il en prenant la main de son fils. « Je t'ai tellement manqué. J'ai été aveugle, obsédé par mon travail, par ma réussite. Je croyais te donner le meilleur en te permettant d'accéder à tout ce que je n'avais pas eu enfant. Mais j'ai oublié l'essentiel. Être présent, être ton père, pas seulement celui qui paie les factures. » Les larmes qu'il avait retenues depuis des heures coulèrent enfin sur ses joues. « Je te promets que si tu t'en sors, je changerai. Je serai là pour toi, vraiment là. Nous rattraperons le temps perdu, nous ferons tout ce que tu as toujours voulu faire ensemble. » Le silence de la chambre n'était troublé que par le bip régulier des machines. Laurent resta ainsi, tenant la main de son fils jusqu'à ce que l'épuisement le submerge. Il s'assoupit sur sa chaise, vaincu par la fatigue et l'émotion. Ce fut une commotion dans le couloir qui le réveilla. Des voix s'élevaient, dont celle autoritaire du professeur Moreau. « Vous ne pouvez pas entrer comme ça. C'est un service de soins intensifs. »« Je dois voir le père du garçon malade, » répondit une voix féminine, jeune et déterminée. « J'ai le même sang que lui. Je peux l'aider. » Laurent se précipita dans le couloir. Une jeune fille d'environ 16 ans se tenait là, faisant face au professeur et à 2 agents de sécurité. Elle portait des vêtements usés, un jean délavé, un sweat à capuche trop grand pour elle et des baskets fatiguées. Ses cheveux bruns, rassemblés en une queue de cheval négligée, encadraient un visage fin aux traits délicats. « Qui êtes-vous » demanda Laurent, le cœur battant. La jeune fille se tourna vers lui, ses yeux d'un bleu intense le fixant avec assurance. « Je m'appelle Manon, » dit-elle simplement.
et je crois que je peux sauver votre fils. Le professeur Moreau semblait sceptique. Mademoiselle, comment pourriez-vous savoir que vous avez le même groupe sanguin rare que ce patient? Les informations médicales sont confidentielles. Je l'ai entendu à l'accueil, répondit-elle sans se démonter. Une infirmière parlait du cas de ce garçon qui avait besoin d'un sang si rare qu'on ne trouvait pas de donneur. Elle a mentionné le nom exact de l'anomalie sanguine. Et vous prétendez avoir cette même anomalie? Demanda le médecin incrédule. Je le sais depuis que je suis petite. Ma mère me l'a toujours dit. J'ai dû faire des tests spéciaux quand j'étais enfant à cause de ça. Laurent intervint, l'espoir lui donnant une énergie nouvelle. Professeur, nous n'avons rien à perdre. Faites les tests nécessaires, immédiatement. Le médecin hésita un instant, puis acquiesça. Suivez-moi, mademoiselle. Nous allons vérifier votre compatibilité. Pendant que Manon était emmenée au laboratoire, Laurent resta dans le couloir, partagé entre espoir et incrédulité. Cette apparition semblait trop providentielle pour être vraie. Une jeune fille surgit de nulle part, prétendant posséder exactement le type de sang dont Mathieu avait besoin. Cela semblait impossible, presque miraculeux. 1 heure plus tard, le professeur Moreau revint, l'air stupéfait. « C'est incroyable », annonça-t-il. « Les premiers tests confirment une compatibilité presque parfaite. Cette jeune fille possède effectivement la même anomalie sanguine que Mathieu. Nous procédons aux dernières vérifications, mais je crois que nous avons trouvé notre donneuse. » Laurent dut s'appuyer contre le mur pour ne pas chanceler. « Comment est-ce possible ?»« Je n'en sais rien, » admit le médecin. « Cette anomalie est si rare que la probabilité de trouver 2 personnes non apparentées qui la partagent est infinitésimale. À moins que... » Il laissa sa phrase en suspens, mais Laurent comprit immédiatement l'implication. « À moins que cette jeune fille ne soit liée génétiquement à Mathieu d'une façon ou d'une autre. Je veux lui parler, » dit-il fermement. Manon était assise dans une petite salle d'attente, buvant un jus d'orange qu'une infirmière lui avait apporté. Elle semblait calme, presque détachée, comme si faire don de son sang à un inconnu était la chose la plus naturelle du monde. « Merci, » dit Laurent en s'asseyant face à elle. « Ce que vous faites pour mon fils, je n'ai pas de mots. » Manon haussa les épaules. « Ce n'est rien, n'importe qui ferait pareil. »« Non, pas n'importe qui, » contredit Laurent. « Peu de gens se seraient déplacés au milieu de la nuit pour un inconnu. Comment avez-vous su pour Mathieu ?» Une ombre passa sur le visage de la jeune fille. « Je vous l'ai dit, j'ai entendu parler de son cas à l'accueil. Et comment saviez-vous que vous aviez ce type sanguin si rare? » Ma mère me l'a toujours dit. Elle disait que j'avais un sang spécial, comme mon père. Laurent sentit un frisson parcourir son échine. « Votre père, je ne l'ai jamais connu, » répondit Manon avec une indifférence qui sonnait faux. « Ma mère disait qu'il était un homme important qui n'avait jamais voulu savoir que j'existais. » Le monde de Laurent vacilla. Des souvenirs enfouis remontèrent à la surface de sa conscience. 17 ans plus tôt, alors que Deschamps Technologies n'était encore qu'une start-up prometteuse, il avait eu une liaison avec une jeune femme qui travaillait comme réceptionniste dans ses bureaux. Sophie Durand. Une histoire de quelques mois, sans importance à ses yeux. Puis elle avait disparu du jour au lendemain, sans explication. Il n'avait jamais cherché à la retrouver, trop occupé par sa carrière en pleine ascension et sa récente rencontre avec celle qui deviendrait son épouse, Élodie. « Votre mère, commença-t-il, la bouche sèche. Comment s'appelle-t-elle? » Elle s'appelait Sophie, Sophie Durand. Elle n'est plus là maintenant. Le choc fut si violent que Laurent dut fermer les yeux un instant. Sophie Durand, la même femme, et cette jeune fille qui se tenait devant lui, avec ses yeux d'un bleu si particulier, les mêmes que les siens, était très probablement sa fille, une fille dont il n'avait jamais connu l'existence. « Depuis quand? Depuis quand votre mère n'est plus là ?» demanda-t-il, luttant pour garder une voix stable. « 3 ans, » répondit Manon, le regard soudain distant. « Cancer du sein. Ça a été rapide. » Laurent voulut dire quelque chose, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Cette jeune fille avait perdu sa mère et se retrouvait seule à 16 ans. Et lui, son père biologique, n'avait rien su, rien fait. « Mademoiselle Durand ?» Un infirmier apparut à la porte. « Nous sommes prêts pour la transfusion. » Manon se leva. « Je dois y aller. Votre fils a besoin de ce sang. » Laurent la regarda s'éloigner, incapable de bouger ou de parler. La révélation le paralysait. Il avait une fille. Une fille qui, par un concours de circonstances extraordinaires,
s'apprêtait à sauver la vie de son demi-frère. Dans la chambre de Mathieu, les médecins avaient tout préparé pour la transfusion. Manon était allongée sur un lit installé à côté de celui du garçon. Des tubes reliaient son bras à celui de Mathieu, conduisant son sang salvateur vers les veines du jeune garçon. Laurent observait la scène depuis l'entrée de la chambre, submergé par des émotions contradictoires. Gratitude immense envers cette jeune fille qui sauvait son fils. Culpabilité écrasante d'avoir ignoré son existence pendant toutes ces années. Peur de ce que cette révélation allait changer dans sa vie soigneusement organisée. Le professeur Moreau s'approcha de lui. La transfusion se déroule parfaitement. Les premiers indicateurs sont très encourageants. Je crois que votre fils va s'en sortir, Laurent. Et elle, demanda-t-il en désignant Manon du menton. Elle va bien. C'est une jeune fille robuste. Nous allons la garder en observation quelques heures, puis elle pourra rentrer chez elle. Elle n'a pas de chez elle, murmura Laurent plus pour lui-même que pour le médecin. Sa mère est décédée, elle est seule. Le professeur lui lança un regard interrogateur, mais Laurent ne s'expliqua pas davantage. Comment aurait-il pu expliquer ce qu'il peinait lui-même à comprendre? Comment dire que cet inconnu qui venait de surgir dans sa vie était sa fille, le fruit d'une liaison oubliée, et qu'elle venait de sauver la vie de son frère? La transfusion dura encore 1 heure. Puis Manon fut emmenée dans une autre chambre pour se reposer, tandis que Mathieu restait sous surveillance étroite. Laurent s'assit entre les 2 chambres, incapable de choisir au chevet de quel enfant il devait veiller. À l'aube, le professeur Moreau vint lui annoncer que les constantes de Mathieu s'amélioraient nettement. Le sang de Manon avait commencé son œuvre réparatrice. « Il est tiré d'affaire » demanda Laurent, la voix rauque d'avoir trop peu parlé et trop peu dormi. Il est encore tôt pour l'affirmer avec certitude, mais les indicateurs sont très positifs. Je suis optimiste. Un poids immense se souleva de la poitrine de Laurent. Son fils allait vivre, grâce à cette jeune fille surgie de nulle part, grâce à sa fille. Il se dirigea vers la chambre où Manon se reposait, déterminé à lui parler, à la remercier, à comprendre qui elle était vraiment. Mais lorsqu'il poussa la porte, la chambre était vide. Le lit défait témoignait de sa présence récente, mais Manon avait disparu. Laurent se précipita vers le poste des infirmières. La jeune fille qui a fait don de son sang, où est-elle? L'infirmière parut surprise. Elle est partie il y a environ 1 demi-heure. Elle a dit qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire et qu'il était temps pour elle de retourner à sa vie. Vous l'avez laissée partir? Mais elle vient de faire un don de sang important. Elle a signé une décharge, monsieur. Nous ne pouvions pas la retenir contre son gré. Elle semblait aller bien, ses constantes étaient bonnes. Laurent sentit la panique le gagner. A-t-elle laissé une adresse, un numéro de téléphone? L'infirmière consulta le dossier. Non, rien du tout. Elle a juste donné son nom. Manon Durand. 1 semaine s'était écoulée depuis la transfusion qui avait sauvé Mathieu. Le garçon se rétablissait à une vitesse qui étonnait l'équipe médicale. La couleur était revenue sur ses joues, son appétit aussi. Le professeur Moreau parlait déjà d'un retour à domicile dans quelques jours, sous stricte surveillance médicale. Laurent n'avait pas quitté l'hôpital, partageant son temps entre la chambre de son fils et son bureau improvisé dans une salle mise à sa disposition par l'administration. Il dirigeait son entreprise à distance, déléguant davantage que jamais. Cette crise l'avait transformé. La promesse faite à Mathieu durant cette nuit terrible résonnait encore en lui. Être présent, être vraiment là pour son fils. Mais un autre tourment l'habitait désormais. Manon, sa fille, disparue aussi subitement qu'elle était apparue. Depuis 1 semaine, il avait engagé une équipe de détectives privés pour la retrouver, sans succès jusqu'à présent. La jeune fille semblait s'être volatilisée dans les rues de Paris. Ce matin-là, alors qu'il consultait les derniers rapports des détectives, Mathieu était inhabituellement silencieux, fixant la fenêtre de sa chambre d'hôpital. « À quoi penses-tu » demanda Laurent en s'asseyant au bord du lit. Mathieu tourna vers lui un regard pensif. « À la fille qui m'a donné son sang. Les infirmières en parlent tout le temps. Elles disent que c'est un miracle qu'elle soit arrivée cette nuit-là. » Laurent a dégluti avec difficulté. Il n'avait pas encore parlé à Mathieu de Manon de ce qu'elle représentait vraiment. « Oui, c'était providentiel, » répondit-il prudemment. « Comment s'appelle-t-elle ?»« J'aimerais la remercier. »« Manon, elle s'appelle Manon Durand.
Elle est partie? Pourquoi elle n'est pas restée? Les gens restent normalement quand ils font quelque chose d'aussi important. La perspicacité de son fils le surprit. Je ne sais, pas exactement, Mathieu, mais je la cherche. J'ai engagé des personnes pour la retrouver. Le garçon hocha la tête, comme si cette réponse était naturelle. Bien sûr, tu trouves toujours ce que tu cherches. Cette confiance absolue toucha Laurent plus qu'il ne l'aurait cru possible. Son fils le voyait encore comme cet homme tout-puissant capable de résoudre n'importe quel problème. Mais pour la première fois, Laurent doutait de ses capacités. Paris était immense, et Manon ne semblait pas vouloir être retrouvée. Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. C'était Victor Lemoine, le détective principal qu'il avait engagé. Un homme d'une 50aine d'années au visage, marqué par l'expérience, ancien de la police judiciaire. « Monsieur Deschamps, puis-je vous parler un instant ?» Laurent suivit le détective dans le couloir, le cœur battant d'espoir. « Nous avons trouvé quelque chose », annonça Lemoine sans préambule. Pas la jeune fille directement, mais des informations sur elle. Il tendit à Laurent une chemise, cartonnée contenant plusieurs documents. Sophie Durand est bien décédée il y a 3 ans d'un cancer, comme l'a dit sa fille. Elle vivait dans un petit appartement à Belleville. Après son décès, sa fille, Manon, alors âgée de 13 ans, a été placée en foyer d'accueil. Elle s'est enfuie plusieurs fois pour finalement disparaître définitivement des registres, officiels il y a environ 1 an. Laurent parcourait les documents, le cœur serré. Des rapports sociaux froids décrivaient la situation de Manon. Adolescente renfermée, difficultés d'intégration, traumatisme lié au décès de la mère, talents artistiques notables mais attitudes rebelles. Talents artistiques releva-t-il. Oui, confirma Lemoine. Apparemment, elle dessine remarquablement bien. Ses éducateurs l'avaient noté dans leur rapport. J'ai également découvert qu'elle aurait réalisé certaines œuvres murales dans le quartier de Belleville. Des graffitis, vous voulez dire? Des fresques, plutôt. Des œuvres élaborées, souvent centrées sur des thèmes d'enfance et de solitude. J'ai des photos. Laurent examina les clichés que lui tendait le détective. Des murs couverts d'images saisissantes. Une petite fille assise sur un banc, regardant des enfants jouer au loin, 2 mains qui se tendent l'une vers l'autre sans jamais se toucher. Un enfant qui dessine une famille sur un mur gris. C'est extraordinaire, murmura-t-il, touché par la puissance émotionnelle de ses œuvres. Selon mes sources dans le quartier, ces fresques sont apparues progressivement ces 2 dernières années. Les habitants les protègent, les considérant comme un patrimoine local. Certains ont aperçu une jeune fille travaillant la nuit, mais personne ne connaît son nom. Vous pensez qu'elle vit toujours dans ce quartier? C'est possible. Belleville est un quartier populaire où il est facile de passer inaperçu. Elle pourrait y squatter des bâtiments abandonnés ou être hébergée par des connaissances. Mes informateurs vont intensifier leurs recherches dans ce secteur. Laurent hocha la tête, reconnaissant. Merci, monsieur Lemoine. Continuez à chercher. Trouvez-la. Après le départ du détective, Laurent resta longtemps immobile dans le couloir, contemplant les photos des fresques de Manon. Ses œuvres révélaient une âme profonde, blessée, en quête d'appartenance. Sa fille, cette pensée le frappait encore comme une révélation chaque fois qu'elle lui traversait l'esprit, était une artiste douée qui exprimait sa souffrance à travers ses images poignantes. De retour dans la chambre de Mathieu, il trouva son fils endormi. Il s'assit silencieusement près du lit, observant ce visage paisible qu'il avait failli perdre. Une question le tourmentait désormais. Comment lui annoncer l'existence de cette demi-sœur dont lui-même venait de découvrir l'existence? Comment expliquer à un enfant de 12 ans que son père avait une autre fille abandonnée à son sort? Le téléphone de Laurent vibra. C'était Juliette. « Le conseil d'administration s'impatiente », annonça-t-elle sans préambule. « L'offre de Biomède International expire dans 3 jours. Ils veulent une réponse. » Laurent soupira. « Dis-leur que ma réponse reste la même. Pas de décision tant que mon fils n'est pas complètement rétabli. » Laurent, c'est 2,4 milliards d'euros. Ce n'est pas une décision qu'on reporte. C'est pourtant ce que je fais, répliqua-t-il sèchement avant de raccrocher. Cette conversation l'aurait préoccupé pendant des jours auparavant. Aujourd'hui, elle lui semblait presque insignifiante comparée à ce qu'il vivait. Son fils avait frôlé la mort. Sa fille inconnue l'avait sauvé avant de disparaître. Les enjeux financiers de son entreprise
paraissait soudain bien pâle face à ces drames humains. 3 jours plus tard, Mathieu put enfin quitter l'hôpital. Une ambulance médicalisée le transporta jusqu'à leur appartement du 16e arrondissement, où une chambre médicalisée avait été installée selon les instructions du professeur Moreau. Une infirmière serait présente jour et nuit pendant la première semaine, puis seulement pendant la journée si l'état du garçon continuait à s'améliorer. Laurent avait pris une décision radicale. Il se mettait en congé pour une durée indéterminée. Juliette assurerait l'intérim à la tête de Deschamps Technologies. Cette annonce avait provoqué un séisme dans le monde des affaires. Laurent Deschamps, le workaholic notoire, prenant du temps pour sa vie personnelle? Les actions de l'entreprise avaient chuté de 3 points à l'ouverture de la bourse. Ce soir-là, alors que Mathieu s'était endormi et que l'infirmière veillait sur lui, Laurent reçut un appel de Victor Lemoine. « Nous l'avons localisée », annonça le détective. « Elle fréquente un squat artistique à Belleville, une ancienne usine reconvertie en atelier sauvage. Elle n'y vit pas en permanence, mais elle y passe plusieurs heures chaque jour, apparemment pour peindre. »« Donnez-moi l'adresse, demanda Laurent, le cœur battant. J'irai demain. »« Monsieur Deschamps, si je peux me permettre, ces squats ne sont pas des endroits très accueillants pour les hommes en costume. Vous risquez de l'effrayer et de la faire fuir à nouveau. » Laurent médita ces paroles. Lemoine avait raison, débarquer dans ce milieu avec son allure de grand patron serait contre-productif. Que suggérez-vous? Une approche plus discrète. Nous pourrions surveiller ses allées et venues, identifier ses habitudes, puis trouver un moment propice pour l'aborder dans un contexte moins intimidant. Je n'ai pas le temps pour ces subtilités, monsieur Lemoine. Cette jeune fille est importante pour moi. Je dois la voir au plus vite. Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. Lemoine semblait hésiter. Dans ce cas, je vous conseille au moins de vous habiller différemment. Pas de costume, pas de voiture de luxe, et venez seul. Ces jeunes repèrent les agents de sécurité à des kilomètres. Entendu. Envoyez-moi l'adresse exacte. Le lendemain matin, après s'être assuré que Mathieu était entre de bonnes mains avec Béatrice et l'infirmière, Laurent s'habilla, comme il ne l'avait pas fait depuis ses années d'étudiant. Jeans, t-shirt simple, blouson de cuir usé qu'il avait gardé par sentimentalité. Il hésita devant le miroir, se trouvant étrangement vulnérable sans son armure habituelle de costume sur mesure. Il prit le métro, autre expérience oubliée, jusqu'à Belleville. Le quartier était un mélange fascinant de cultures, avec ses marchés animés, ses restaurants ethniques et ses façades colorées. Laurent se sentait comme un étranger, lui qui fréquentait habituellement les quartiers huppés de l'ouest parisien. Le squat artistique se trouvait dans une ancienne imprimerie, un bâtiment industriel aux murs couverts de graffitis et de fresques. Certaines œuvres étaient manifestement de Manon. Il reconnaissait ce style unique, cette sensibilité particulière qui l'avait frappé sur les photos. L'entrée était surveillée par 2 jeunes hommes aux allures de sentinelles décontractées. Laurent s'approcha, incertain de la marche à suivre. « Excusez-moi, je cherche une jeune artiste qui fréquente cet endroit. Elle s'appelle Manon. » Les 2 jeunes échangèrent un regard méfiant. « On ne connaît pas de Manon, » répondit l'un d'eux, manifestement peu disposé à coopérer. « C'est important, » insista Laurent. « Elle a sauvé la vie de mon fils récemment. Je veux juste la remercier. » Cette explication sembla les intriguer davantage qu'elle ne les convainquit. « C'est quoi cette histoire ?» demanda le second jeune homme. Laurent hésita. Comment résumer? Une situation aussi complexe? Mon fils était très malade. Il avait besoin d'une transfusion sanguine rare. Manon est venue à l'hôpital, a donné son sang, puis a disparu. Je veux simplement la remercier et m'assurer qu'elle va bien. Les 2 gardes improvisés se consultèrent du regard. « Attends ici », dit finalement l'un d'eux, avant de disparaître à l'intérieur du bâtiment. Laurent attendit près de 20 minutes qui lui parurent une éternité. Finalement, une jeune femme d'une 20aine d'années émergea du bâtiment. Elle avait des cheveux teints en bleu et de multiples piercings. « Je m'appelle Chloé », se présenta-t-elle. « On m'a dit que vous cherchez Manon ?»« Oui. Vous la connaissez ?»« Peut-être. Ça dépend pourquoi vous la cherchez. »« Je vous l'ai dit, elle a sauvé mon fils. Je veux la remercier. » Chloé l'étudia attentivement, comme si elle cherchait à lire la vérité sur son visage. « Vous êtes qui exactement ?» Laurent hésita. Devait-il révéler sa véritable identité, sa relation probable avec Manon? « Je suis Laurent Deschamps. Mon fils s'appelle Mathieu. »
Il y a 2 semaines, il a failli mourir d'une maladie sanguine rare. Manon est venue à l'hôpital et a donné son sang qui était parfaitement compatible. Elle est partie avant que je puisse vraiment lui parler. Chloé continua de l'observer en silence, puis sembla prendre une décision. Je connais une Manon qui vient parfois ici pour peindre. Elle est douée, très douée même, mais elle est aussi très secrète. Elle ne parle jamais de sa vie, de son passé. Personne ne sait où elle dort vraiment, ni de quoi elle vit. Est-elle ici aujourd'hui? Non, elle vient généralement en fin d'après-midi, mais quoi? Si elle a fait ce que vous dites, donner son sang pour sauver un inconnu, c'est qu'elle avait une raison. Et si elle est partie sans attendre de remerciements, c'est qu'elle ne veut pas être retrouvée. Vous devriez peut-être respecter ça. Ces paroles frappèrent Laurent. Chloé avait sans doute raison. Mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant qu'il était si proche. Je comprends votre point de vue, mais c'est important. Pas seulement pour moi, mais peut-être aussi pour elle. Chloé soupira. Écoutez, je ne peux pas vous promettre qu'elle viendra aujourd'hui. Mais si vous voulez l'attendre, il y a un café en face. Vous pouvez y rester et observer l'entrée. Si elle vient, vous la verrez. Comment la reconnaîtrai-je? Cheveux bruns, souvent en queue de cheval. Fine, pas très grande. Elle porte généralement un vieux sac à dos kaki rempli de matériel de dessin. Et elle a toujours des écouteurs aux oreilles, comme pour se couper du monde. Laurent remercia Chloé et traversa la rue jusqu'au café qu'elle avait indiqué. C'était un établissement modeste fréquenté par des habitants du quartier et quelques touristes égarés. Il commanda un café et s'installa près de la fenêtre, les yeux rivés sur l'entrée du squat. Les heures passèrent. Laurent commanda un 2e café, puis un sandwich, ignorant les appels de Juliette et des membres du conseil d'administration. Seuls les messages de Béatrice concernant l'état de Mathieu recevaient son attention. Le soleil commençait à décliner lorsqu'il l'aperçut enfin. Manon. Elle marchait d'un pas rapide, tête baissée, écouteurs aux oreilles, comme l'avait décrit Chloé. Son sac à dos kaki semblait lourd sur ses épaules frêles. Elle portait le même sweat à capuche trop grand qu'à l'hôpital, mais avait échangé son jean contre un pantalon cargo noir couvert de taches de peinture. Laurent se leva précipitamment, manquant de renverser sa tasse. Il traversa la rue, le cœur battant à tout rompre. Manon s'apprêtait à entrer dans le bâtiment quand il l'appela. Manon. Elle se figea, puis se retourna lentement. Lorsqu'elle le reconnut, son visage se ferma instantanément. Elle retira ses écouteurs, son regard devenant méfiant. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda-t-elle d'une voix froide. « Je te cherchais, » répondit simplement Laurent. « Tu es parti si vite de l'hôpital. J'avais fait ce que j'avais à faire. Votre fils va bien ?»« Oui, grâce à toi. Il est rentré à la maison. Il aimerait. » « Te remercier en personne. » Manon détourna le regard. « Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas fait ça pour les remerciements. »« Pourquoi l'as-tu fait alors ?» Elle resta silencieuse un moment, puis haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai ce sang bizarre qui pouvait l'aider. Peut-être parce que personne ne mérite de partir à 12 ans. » Laurent fit un pas vers elle, mais elle recula instinctivement. « Manon, il faut qu'on parle. De toi, de ta mère, de ton père. » Le visage de la jeune fille se durcit. « Je n'ai pas de père. Ma mère me l'a bien fait comprendre. »« Ta mère, Sophie Durand, n'est-ce pas? Comment vous connaissez son nom? Je ne vous l'ai pas dit à l'hôpital. » Laurent prit une profonde inspiration. « Je connaissais ta mère, Manon. Nous nous sommes fréquentés il y a longtemps, avant ta naissance. » Les yeux de Manon s'écarquillèrent sous le choc de la révélation. Elle fit un autre pas en arrière, comme si Laurent était soudain devenu une menace physique. « Non, » murmura Manon, secouant la tête avec incrédulité. « C'est impossible. » Laurent resta immobile, conscient que le moindre geste pourrait la faire fuir. « Je suis désolé de te l'annoncer ainsi dans la rue. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais cette conversation. »« Vous mentez, dit-elle, la voix tremblante. C'est un piège, une manipulation. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? »« Je veux juste te parler, Manon, comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ta mère n'a jamais... » « N'insultez pas ma mère, l'interrompit-elle avec une colère soudaine. Elle m'a tout dit sur vous, que vous l'avez virée quand elle vous a annoncé sa grossesse, que vous avez refusé de reconnaître votre enfant, que vous l'avez menacée si jamais elle parlait. » Ces accusations frappèrent Laurent comme une gifle. « Ce n'est pas vrai, Manon. Je n'ai jamais su que Sophie était enceinte. Elle est partie, sans rien dire du jour au lendemain. Pourquoi elle aurait fait ça? Pourquoi elle m'aurait menti?
Je ne sais pas. Mais je te jure que si j'avais su, les choses auraient été très différentes. Manon laissa échapper un rire amer. Bien sûr, l'homme riche aurait pris soin de sa fille illégitime, née d'une simple employée. C'est tellement crédible. Plusieurs passants ralentissaient, intrigués par cette confrontation. Tendu. Laurent était douloureusement conscient qu'il se donnait en spectacle. Pouvons-nous parler ailleurs? Dans un café, peut-être? Je n'ai rien à vous dire, répliqua-t-elle sèchement. Vous avez eu 16 ans pour me trouver. Maintenant, c'est trop tard. Elle tourna les talons et s'engouffra dans le squat artistique. Laurent voulut la suivre, mais les 2 sentinelles de l'entrée lui barrèrent immédiatement le passage. La demoiselle ne veut pas vous voir, dit l'un d'eux. Je vous conseille de partir. Impuissant, Laurent regarda la silhouette de Manon disparaître dans les profondeurs du bâtiment. Il resta là plusieurs minutes, désorienté, ne sachant que faire. Cette première rencontre s'était déroulée encore plus mal qu'il ne le craignait. Les accusations de Manon résonnaient dans sa tête. Sophie lui aurait menti à propos de lui. Pourquoi? Il retourna lentement vers le café, essayant de rassembler ses pensées. Comment pourrait-il convaincre Manon de lui parler à nouveau? Comment pourrait-il démêler ce nœud de mensonges et de malentendus qui les séparait? Son téléphone vibra. C'était Béatrice. « Monsieur ?» Mathieu demande où vous êtes. Il s'inquiète. « Dis-lui que je rentre bientôt. Comment va-t-il ?»« Beaucoup mieux. Il a même mangé un peu de purée et de poulet ce midi. Le professeur Moreau est passé et semble très satisfait de son évolution. Parfait. Je serai là dans 1 heure. Laurent. » Raccrocha partagé entre 2 mondes. Celui de son fils convalescent qui l'attendait et celui de cette fille inconnue qui le rejetait. Comment pouvait-il concilier ces 2 réalités désormais? Dans le métro qui le ramenait vers l'ouest parisien, il repensa aux accusations de Manon. Si Sophie lui avait effectivement menti, lui faisant croire que son père l'avait rejetée, il y avait forcément une raison. Quelle qu'elle soit, il devait la découvrir. De retour à son appartement, Laurent trouva Mathieu installé dans le salon, emmitouflé dans une couverture sur le canapé, regardant un documentaire sur les fonds marins. Son visage s'illumina quand il vit son père. « Papa, où étais-tu » Laurent s'assit près de lui, cherchant ses mots. Le moment était-il venu de lui parler de Manon? « J'essayais de retrouver la personne qui t'a donné son sang. » Les yeux de Mathieu s'agrandirent. « Tu l'as trouvée? Comment elle est? Elle va venir ici ?»« Je l'ai trouvée, oui. Elle s'appelle Manon. Elle a 16 ans et elle est très talentueuse. Elle dessine magnifiquement bien. Cool, je pourrais la rencontrer pour la remercier. » Laurent hésita. « Pas tout de suite, Mathieu. C'est un peu compliqué. »« Pourquoi? Elle ne veut pas me voir. » »« Ce n'est pas ça. C'est juste que il y a des choses que tu ne sais pas. Des choses que je viens de découvrir moi-même. » Mathieu le regardait avec curiosité, attendant la suite. Laurent prit une profonde inspiration. « Mathieu, il semble que Manon soit ma fille, ta demi-sœur. » Le pulsa. Garçon resta immobile un instant, digérant cette information. Puis son visage s'éclaira d'un sourire incrédule. « J'ai une sœur? Une grande sœur? C'est vrai ?» Cette réaction enthousiaste surprit Laurent. Il s'était attendu à de la confusion, peut-être même de la colère ou de la jalousie. « Oui, c'est vrai, mais c'est compliqué, Mathieu. Je ne savais pas qu'elle existait avant qu'elle vienne te sauver à l'hôpital. Et elle est en colère contre moi. Elle pense que je l'ai abandonnée. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? » Non, bien sûr que non. Je n'ai jamais su que sa mère attendait un enfant. Elle est partie sans me le dire. Mathieu réfléchit un moment. Alors, il faut lui expliquer. Elle comprendra. Laurent sourit devant cette logique enfantine, si seulement les choses étaient aussi simples. J'essaie, Mathieu, mais elle ne veut pas m'écouter pour l'instant. Alors on doit insister. Tu dis toujours qu'il faut être persistant pour obtenir ce qu'on veut. Cette remarque fit rire Laurent, malgré lui. Son fils lui renvoyait ses propres leçons sur la persévérance et la détermination. Tu as raison. Je ne vais pas abandonner. Le visage de Mathieu devint soudain plus sérieux. Papa, si c'est ma sœur, ça veut dire qu'on a le même sang, non? C'est pour ça qu'elle a pu me sauver? Exactement. Vous partagez cette particularité génétique? Très rare. Alors elle est vraiment de notre famille, conclut Mathieu avec une simplicité désarmante. Elle doit venir vivre avec nous. Cette déclaration toucha profondément Laurent. Son fils acceptait Manon comme une évidence, sans les complications émotionnelles et les doutes qui tourmentaient les
Adulte. Ce serait merveilleux, Mathieu, mais c'est à elle de décider. Les jours suivants, Laurent partagea son temps entre Mathieu, dont la santé s'améliorait rapidement, et ses tentatives pour recontacter Manon. Il retourna plusieurs fois au squat artistique, mais la jeune fille semblait avoir disparu. Selon Chloé, elle n'était pas revenue depuis leur confrontation. Elle fait ça quand elle se sent menacée, expliqua la jeune femme aux cheveux bleus. Elle disparaît, parfois pendant des semaines, puis revient comme si de rien n'était. Savez-vous où elle pourrait être? Chloé secoua la tête. Manon est un fantôme. Personne ne sait vraiment où elle vit, ni comment. Elle apparaît, elle peint, elle repart. Mais quoi? Il y a ses œuvres dans les rues. Si vous les suivez, peut-être que vous la trouverez. Cette suggestion donna une nouvelle direction aux recherches de Laurent. Avec l'aide de Victor Lemoine, il commença à répertorier toutes les fresques de Manon dans Paris, espérant y trouver un indice, une piste. Pendant ce temps, il plongea également dans le passé, cherchant à comprendre ce qui s'était réellement passé avec Sophie Durand. Il retrouva d'anciens dossiers du personnel, des collègues qui l'avaient reconnu. Petit à petit, un tableau plus clair se dessinait. Sophie avait effectivement été licenciée, mais pas par lui. C'était l'ancienne directrice des ressources humaines, une femme nommée Isabelle Mercier qui avait géré son départ. Isabelle avait quitté l'entreprise depuis longtemps, mais Laurent réussit à la retrouver, désormais à la retraite dans le sud de la France. Bien sûr que je me hâte. Souviens de Sophie Durand, confirma Isabelle lors de leur conversation téléphonique. Une jeune femme brillante, discrète. Son licenciement était inhabituel. Que voulez-vous dire? C'est votre associé de l'époque, Richard Valois, qui me l'a demandé. Il a insisté pour que ce soit fait rapidement, sans préavis. Il a mentionné une faute grave, mais n'a jamais fourni de détails. J'ai trouvé ça étrange, mais à l'époque, je ne posais pas trop de questions. Richard Valois, son ancien associé et mentor qui avait quitté l'entreprise 10 ans plus tôt après avoir vendu ses parts. Laurent sentit un malaise l'envahir. A-t-elle contesté ce licenciement? Non, c'est ça le plus étonnant. Elle a accepté de partir, sans indemnité, sans faire de vagues. Je me souviens qu'elle paraissait effrayée. Après cet appel, Laurent resta longtemps immobile dans son bureau, assimilant ces nouvelles informations. Richard aurait fait licencier Sophie sans raison valable? Et pourquoi aurait-elle accepté sans protester? Il appela immédiatement Victor Lemoine pour lui demander d'enquêter sur Richard Valois et ses potentielles interactions avec Sophie Durand. 2 jours plus tard, alors qu'il accompagnait Mathieu pour une promenade dans le jardin de leur immeuble, sa première sortie depuis son retour de l'hôpital, Laurent reçut un message de Chloé. « Manon est revenue au squat. Elle ne restera pas longtemps. Si vous voulez lui parler, venez maintenant. » Laurent se figea, partagé entre son désir de courir voir Manon et son engagement auprès de Mathieu. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda le garçon percevant son trouble. « C'est Manon. On vient de me dire où elle est. » Les yeux de Mathieu s'illuminèrent. « Ta fille? Ma sœur? On peut aller la voir? » « Mathieu, tu es encore en convalescence. Le médecin a dit que tu ne devais pas te fatiguer. Je me sens bien et je veux la rencontrer. S'il te plaît, papa. » Laurent hésita. Emmener Mathieu dans un squat de Belleville était loin d'être idéal pour sa santé fragile. Mais d'un autre côté, la présence du garçon pourrait peut-être adoucir Manon, l'empêcher de fuir à nouveau. « D'accord, mais tu me promets de me dire si tu te sens fatigué ou mal, d'accord? Promis. » Une demi-heure plus tard, leur voiture. Laurent avait finalement renoncé à l'idée du métro pour préserver les forces de Mathieu, s'arrêtait près du squat artistique. Le garçon, emmitouflé dans un manteau chaud malgré la douceur de l'après-midi, regardait avec curiosité ce quartier si différent du sien. « C'est ici qu'elle vit? C'est coloré, » commenta-t-il en observant les façades couvertes de graffitis. « Elle ne vit pas exactement ici. Elle vient pour peindre, pour créer. » Ils s'approchèrent de l'entrée du squat où les mêmes sentinelles montèrent la garde. Celles-ci semblèrent surprises de voir Laurent revenir, accompagné d'un enfant. « Je viens. »« Voir Manon, » annonça-t-il. « Chloé m'a prévenu qu'elle était là. » Les 2 jeunes hommes échangèrent un regard, puis l'un d'eux hocha la tête. « Attendez ici. » Quelques minutes plus tard, Chloé apparut. Son regard s'adoucit quand elle vit Mathieu. « C'est lui, le garçon qu'elle a sauvé ?» Laurent acquiesça. « Mon fils Mathieu, il voulait rencontrer... » Manon l'a remercié en personne.
Chloé se pencha vers Mathieu. « Bonjour toi, tu te sens mieux ?»« Oui, madame, grâce au sang de ma sœur. » Ce mot « sœur », prononcé si naturellement, sembla toucher Chloé. Elle jeta un regard surpris. « Ah, Laurent, vous lui avez dit ?»« Oui, il avait le droit de savoir. » Chloé sembla réfléchir un moment, puis soupira. « Attendez ici, je vais lui parler, mais je ne promets rien. » Elle disparut à l'intérieur du bâtiment. Laurent et Mathieu attendirent en silence, le père serrant nerveusement la main de son fils. Après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit à nouveau. Manon apparut, hésitante, s'arrêtant sur le seuil. Son regard passa de Laurent à Mathieu, s'attardant sur le visage pâle du garçon. « Bonjour, dit-elle simplement. » Mathieu fit un pas en avant, un sourire timide aux lèvres. « Bonjour, je m'appelle Mathieu, c'est toi qui m'as sauvé ?» Manon hocha la tête, visiblement mal à l'aise. « Oui, je suis contente que tu ailles mieux. »« Moi aussi. Les médecins disent que sans toi, je ne serai plus là. » Un silence gêné s'installa. Laurent resta en retrait, comprenant intuitivement que cette rencontre devait d'abord se jouer entre les deux jeunes gens. « Papa m'a dit que tu es ma sœur, » continua Mathieu, avec la franchise directe de l'enfance. « C'est vrai ?» Manon lança un regard accusateur à Laurent, puis reporta son attention sur Mathieu. « Biologiquement, oui, apparemment. C'est cool, j'ai toujours voulu avoir une grande sœur ou un grand frère. » Cette déclaration sembla déstabiliser Manon. Elle n'avait visiblement pas anticipé cet accueil chaleureux et cette absence totale de jugement. « Tu dessines, non ?» poursuivit Mathieu. « Papa dit que tu fais des dessins incroyables. »« Je peins, oui. Tu pourrais me montrer, s'il te plaît ?» Manon hésita, jeta un nouveau coup d'œil méfiant à Laurent, puis haussa les épaules. « D'accord. Mais juste toi. Lui, il reste dehors. » Laurent ouvrit la bouche pour protester, mais se ravisa. C'était déjà un miracle que Manon accepte de parler à Mathieu. Il ne devait pas tout gâcher. « Je vous attends ici, dit-il. Mathieu, tu te souviens de ce que tu m'as promis. Si tu te sens fatigué, je te le dirai tout de suite, » termina le garçon en levant les yeux au ciel. Manon tendit une main hésitante vers Mathieu, que celui-ci saisit sans la moindre hésitation. Laurent les regarda disparaître à l'intérieur du squat, le cœur serré par un mélange d'espoir et d'appréhension. Une heure passa interminable. Laurent faisait les 100 pas devant l'entrée du bâtiment, vérifiant compulsivement son téléphone, s'imaginant 1000 scénarios. Et si Mathieu faisait une rechute? Et si Manon l'emmenait ailleurs, loin de lui? Finalement, la porte s'ouvrit à nouveau. Mathieu sortit, les yeux brillants d'excitation, suivi par Manon qui semblait plus détendue. « Papa, tu devrais voir ce que Manon peint. C'est incroyable. Elle fait des fresques énormes, avec des couleurs partout. » Laurent sourit, soulagé de voir son fils si enthousiaste. « C'est formidable. Tu n'es pas trop fatigué? »« Non, je pourrais rester encore des heures. »« Mais ce ne serait pas raisonnable, » intervint doucement Manon. « Tu es encore en convalescence. Tu as besoin de repos. » Ce souci pour la santé de Mathieu toucha Laurent. Malgré sa colère et sa méfiance envers lui, Manon se préoccupait sincèrement du bien-être de son demi-frère. « Manon a raison, Mathieu. Nous devrions rentrer maintenant. » Le garçon fit la moue, mais ne protesta pas. « D'accord. Mais on reviendra, hein? Et Manon peut venir nous voir aussi. » Laurent regarda Manon, attendant sa réaction. Elle détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. « On verra, » murmura-t-elle. « Manon, » dit Laurent, choisissant soigneusement ses mots, « je comprends ta colère, je comprends que tu ne me fasses pas confiance, mais je voudrais au moins avoir l'occasion de t'expliquer ma version des faits. Je ne te demande pas de me croire, juste de m'écouter. » La jeune fille resta silencieuse un moment, puis soupira. « Ce n'est pas à moi que vous devez des explications, c'est à ma mère, mais elle n'est plus là pour les entendre. Je sais, et j'en suis profondément désolé, mais toi, tu es là. Et Mathieu aussi. Vous êtes frères et sœurs, que tu le veuilles ou non. Ne serait-ce pas important, au moins pour lui, que nous essayions de comprendre ce qui s'est réellement passé ?» Manon regarda Mathieu, qui l'observait avec des yeux pleins d'espoir. Quelque chose sembla fléchir en elle. « Je ne promets rien, » dit-elle finalement. « Mais je veux bien écouter ce que vous avez à dire. Pas aujourd'hui. J'ai besoin de temps. » Jours s'étaient écoulés depuis la rencontre entre Mathieu et Manon. 3 jours durant lesquels Laurent avait respecté le besoin d'espace de la jeune fille, luttant contre son impatience naturelle. Mathieu, quant à lui, ne parlait que de sa grande sœur, de ses peintures extraordinaires, de son talent.
L'enthousiasme du garçon était touchant, mais ravivait aussi la douleur de Laurent face à ses années perdues. Ce matin-là, Victor Lemoine avait demandé à le voir d'urgence. Le détective l'attendait dans un café discret près de la place des Vosges, loin des quartiers fréquentés par les connaissances de Laurent. « J'ai des informations importantes concernant Richard Valois et Sophie Durand », annonça Lemoine sans préambule dès que Laurent s'assit face à lui. « Je vous écoute. » Comme vous le savez, Sophie travaillait comme réceptionniste chez Deschamps Technologies en 2009. J'ai retrouvé ses anciennes collègues, interrogé le personnel toujours, en poste. Selon plusieurs témoignages, Richard Valois lui portait un intérêt particulier. Laurent fronça les sourcils. Un intérêt? De quelle nature? Des avances, monsieur Deschamps, répétées et insistantes, malgré les refus de Sophie. Plusieurs personnes m'ont confirmé avoir vu Valois l'acculer dans son bureau, lui caresser l'épaule lors des réunions, l'inviter à dîner malgré ses refus. Laurent sentit une colère sourde monter en lui. À l'époque, il était jeune, inexpérimenté, entièrement focalisé sur le développement de son entreprise. Richard, son associé principal, plus âgé et expérimenté, gérait la partie administrative pendant que lui s'occupait de la recherche et du développement. Il n'avait jamais prêté attention à ces détails. Continuez. Quand votre liaison avec Sophie a commencé, Valois l'a mal pris. Très mal. Certains témoins l'ont entendu dire que vous lui aviez volé ce qui lui revenait, puis quand Sophie est tombée enceinte. Comment savez-vous qu'elle était enceinte quand elle travaillait encore pour nous? Son dossier médical. Elle a consulté un gynécologue 2 semaines avant son licenciement. La grossesse était déjà confirmée. Laurent ferma les yeux, un instant assimilant cette information. Sophie savait qu'elle attendait un enfant, son enfant, quand elle avait disparu de sa vie. Que s'est-il passé ensuite? D'après mes sources, Sophie aurait confié à une collègue son intention de vous annoncer sa grossesse. Le lendemain même, elle était convoquée par Valois et licenciée pour faute grave, une accusation de vol dans la caisse, montée de toutes pièces. Isabelle Mercier, que vous avez contactée, a exécuté la procédure sans poser de questions, suivant les ordres de Valois qui était alors directeur administratif. Laurent serrait les poings si fort que ses articulations blanchissaient. Sophie n'a jamais essayé de me contacter directement? Si, elle vous a appelé plusieurs fois, laissé des messages, mais à cette époque, vous voyagiez beaucoup, votre assistante personnelle filtrait vos appels. Caroline Duval, murmura Laurent. Caroline avait travaillé pour lui pendant près de 10 ans avant de prendre sa retraite. Exactement. J'ai pu m'entretenir avec elle hier. Elle m'a avoué, très émue, que Valois lui avait donné des instructions strictes concernant Sophie. Durand. Tous ses appels devaient être bloqués, tous ses messages détruits. Il lui avait fait croire que cette femme était une déséquilibrée qui vous harcelait et que c'était pour votre bien. Laurent se leva brusquement, incapable de contenir sa rage plus longtemps. Ce salaud a délibérément empêché Sophie. Sans de me contacter, il a fait disparaître la mère de mon enfant. Il y a pire, continua Lemoine, imperturbable. J'ai découvert que Valois avait embauché un homme pour intimider Sophie. Cet individu l'a suivi pendant des semaines, a vandalisé son appartement, lui a laissé des messages menaçants. L'un de ces messages mentionnait explicitement que si elle tentait de vous contacter ou de faire reconnaître sa grossesse, elle le regretterait. Laurent retomba sur sa chaise anéanti. Mon Dieu, elle a vécu ça toute seule, terrifiée, enceinte. Elle a quitté Paris pendant quelques mois. D'après les registres, elle est allée vivre chez sa grand-mère à Angers, puis est revenue. À Paris après la naissance de Manon. Elle a survécu en enchaînant les petits boulots, toujours payée en liquide pour rester sous les radars. Elle n'a jamais déposé plainte contre Valois ni contre votre entreprise, probablement par peur des représailles. Et Valois, où est-il maintenant? Il vit à Genève, retraité, fortune confortable. Il siège dans plusieurs conseils d'administration de sociétés pharmaceutiques. Laurent resta silencieux un long moment, digérant ces informations accablantes. Tout ce temps, il avait ignoré l'existence de sa fille, non par choix, mais parce qu'on l'en avait délibérément tenu éloigné. Richard Valois, son mentor, son associé, l'homme qui l'avait aidé à bâtir son entreprise, avait détruit la vie de Sophie par jalousie et possessivité. Il y a autre chose, reprit Lemoine en lui tendant une enveloppe. J'ai trouvé ceci dans les affaires personnelles de Sophie, conservées dans un garde-meuble dont Manon paie toujours le loyer.
Laurent ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle contenait plusieurs lettres manuscrites, des lettres qu'il n'avait jamais reçues. Sophie lui avait écrit encore et encore, lui expliquant sa grossesse, lui demandant de la contacter, exprimant son incompréhension face à son silence. La dernière lettre, datée de 3 mois après la naissance de Manon, était différente, plus froide, plus résignée. « Laurent, j'abandonne. J'ai essayé pendant des mois de te faire part de l'existence de notre fille. Ton silence parle de lui-même. Je comprends maintenant que tu as fait ton choix. Je ne t'importunerai plus. Manon grandira sans père, mais je lui donnerai tout l'amour dont elle a besoin. Je lui parlerai de toi, de ton sang rare qu'elle a hérité, mais je lui dirai aussi la vérité, que tu n'as pas voulu d'elle. Au moins, elle ne grandira pas avec de faux espoirs. Adieu, Sophie. » Laurent reposa la lettre, les yeux brûlants de larmes contenues. Elle a cru que je l'avais rejetée délibérément, que j'avais reçu ses messages et choisi de les ignorer. C'est ce que Valois voulait. Il s'est assuré que vous ne sauriez jamais rien de cet enfant et que Sophie vous croirait indifférent à son sort. Un silence lourd s'installa. Laurent fixait les lettres, ces preuves tangibles d'une vie qui aurait pu être complètement différente. « Comment puis-je expliquer tout cela à Manon ?» murmura-t-il enfin. « Comment puis-je lui faire comprendre que je n'ai jamais rejeté sa mère, que j'ignorais tout de son existence? Avec ces lettres, vous avez des preuves. Mais surtout, monsieur Deschamps, vous devez lui laisser le temps. Cette jeune fille a grandi avec le sentiment d'avoir été abandonnée par son père. Ce n'est pas une blessure qui se guérit en un jour. » Laurent hocha la tête, conscient de la justesse de ses paroles. « Je vous remercie, monsieur le moine. Votre travail a été remarquable. Je ne fais que mon métier, mais si je peux me permettre un conseil personnel, je vous en prie. Pensez aussi à protéger votre fils dans cette histoire. Il semble très attaché à l'idée d'avoir une sœur. Si les choses ne se passent pas comme vous l'espérez avec Manon, il pourrait en souffrir. » Ces paroles résonnèrent en Laurent, alors qu'il rentrait chez lui, l'enveloppe contenant les lettres de Sophie serrée contre lui comme un trésor. Mathieu s'était effectivement attaché très rapidement à Manon, voyant en elle la grande sœur dont il avait toujours rêvé. Que se passerait-il si Manon refusait définitivement d'entrer dans leur vie? À l'appartement, il trouva Mathieu en pleine partie d'échecs avec Béatrice. Le garçon semblait chaque jour plus fort, retrouvant progressivement son énergie. « Papa, regarde, je suis en train de battre Béatrice. »« Pas si vite, jeune homme, » rétorqua la gouvernante avec un sourire. « La partie n'est pas terminée. » Laurent les observa un moment, savourant cette scène de normalité retrouvée. Puis, son téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. « Je serai au jardin du Luxembourg demain à 14 h, près du Grand Bassin. Si vous voulez toujours me parler, venez seul. Manon. » Son cœur fit un bond. Elle avait finalement décidé de l'écouter. Ce message, si bref soit-il, représentait un espoir immense. « Bonne nouvelle ?» demanda Mathieu, remarquant son expression. « Oui, très bonne. Manon accepte de me rencontrer demain. » Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Je peux venir aussi ?»« Pas cette fois, Mathieu. Elle veut me parler seul à seul. Mais si tout se passe bien, je suis sûr que vous vous reverrez très bientôt. » Le lendemain, Laurent arriva au jardin du Luxembourg avec une demi-heure d'avance. Le temps était doux, idéal pour une promenade dans ce parc historique au cœur de Paris. Il s'installa sur un banc face au grand bassin où des enfants faisaient naviguer de petits voiliers. À exactement 14 h, Manon apparut. Elle portait toujours son éternel sweat à capuche, mais avait troqué son pantalon cargo taché de peinture contre un simple jean. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval stricte et elle semblait avoir fait un effort pour paraître plus soignée. « Bonjour », dit-elle simplement en s'asseyant à l'autre extrémité du banc, maintenant une distance prudente entre eux. « Merci d'être venu », répondit Laurent. « Je suis vraiment heureux que tu aies accepté de me rencontrer. » Manon haussa les épaules. « C'est surtout pour Mathieu, il a l'air gentil. Il ne mérite pas d'être pris dans tout ça. » « Tout ça ?» Cette histoire, ce passé, ces mensonges. Laurent prit une profonde inspiration. « C'est justement de ça dont je voulais te parler, Manon. Des mensonges, mais pas ceux que tu crois. » Il sortit l'enveloppe contenant les lettres de Sophie et la lui tendit. « J'ai engagé un détective pour comprendre ce qui s'est passé entre ta mère et moi. Il a découvert ces lettres dans un garde-meuble, des lettres que ta mère m'a écrites, mais que je n'ai jamais reçues.
Manon prit l'enveloppe avec hésitation, comme si elle craignait qu'elle ne brûle ses doigts. « Je ne les ai jamais vus, » continua Laurent. « Jamais lus, tout comme je n'ai jamais reçu ces appels, ces messages. On m'a délibérément tenu dans l'ignorance de ta naissance, Manon. » La jeune fille ouvrit l'enveloppe et commença à lire les lettres, son visage se figeant dans une expression indéchiffrable. Ses mains tremblaient légèrement. L'homme qui a fait ça s'appelait Richard Valois. C'était mon associé à l'époque. Il avait des vues sur ta mère. Quand il a découvert notre relation puis sa grossesse, il a tout fait pour nous séparer. Il l'a fait licencier sous un faux prétexte, a intercepté tous ses messages et l'a même fait menacer pour qu'elle ne cherche pas à me contacter. Manon leva les yeux des lettres, son regard chargé de confusion et de doute. Pourquoi il aurait fait ça? Par jalousie, par possessivité, parce qu'il se croyait autorisé à contrôler la vie d'une femme qu'il avait repoussée. Et vous? N'avez jamais rien soupçonné? Jamais cherché à savoir pourquoi elle avait disparu? Laurent baissa les yeux honteux. J'aurais dû, mais à cette époque, j'étais différent, entièrement focalisé sur mon entreprise, sur ma réussite. Notre histoire était récente. Quand elle a disparu, j'ai supposé qu'elle avait simplement décidé de passer à autre chose. Je n'ai pas insisté. Et après, pendant 16 ans, vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir ce qu'elle était devenue? Cette question le frappa de plein fouet. Elle touchait à sa plus grande culpabilité. Non, admit-il, et c'est impardonnable. Je ne cherche pas d'excuses, Manon. J'étais jeune, égocentrique, obsédé par ma carrière. Puis j'ai rencontré Élodie, la mère de Mathieu. Je me suis marié, j'ai fondé une famille, et j'ai relégué Sophie au rang de souvenirs lointains. Manon rangea les lettres dans l'enveloppe, son visage fermé. Je comprends que tout cela soit difficile à croire, s'est poursuivi Laurent. Je ne te demande pas de me pardonner ni même de m'accepter dans ta vie. Je veux juste que tu saches que si j'avais su, si j'avais la moindre idée que Sophie attendait un enfant, mon enfant, jamais je ne vous aurais abandonné. Comment je peux vous croire? Ces lettres pourraient être des faux. Cette histoire de complot pourrait être inventée pour vous donner le beau rôle. Tu as raison. C'est pourquoi je te propose de rencontrer toi-même les personnes qui peuvent confirmer cette histoire. Caroline Duval, mon ancienne assistante, qui a obéi aux ordres de Valois en filtrant les appels de ta mère. Isabelle Mercier, l'ancienne, DRH qui a procédé au licenciement. Et même, si tu le souhaites, Richard Valois lui-même. Manon parut surprise. Vous feriez ça? Vous le confronteriez? Sans hésiter. Pour que la vérité éclate enfin. Pour que tu saches que ta mère ne t'a pas menti. Elle croyait sincèrement que je vous avais rejeté. Et pour que tu saches que je n'ai jamais, jamais choisi de t'abandonner. Un long silence s'installa entre eux. Au loin, les cris joyeux. Des enfants jouant autour du bassin créaient un contraste saisissant avec la gravité de leur conversation. « Mathieu m'a parlé de vous, » dit finalement Manon. « Il dit que vous avez changé depuis sa maladie, que vous étiez toujours absent avant, toujours au travail, mais que maintenant, vous êtes là pour lui, vraiment là. » Laurent acquiesça, touché que son fils ait perçu ce changement. « C'est vrai, j'ai failli le perdre. » Et ça m'a fait réaliser à quel point j'avais reproduit avec lui les mêmes erreurs qu'avec ta mère. Mettre le travail, la réussite, l'argent avant les relations humaines, avant l'amour. L'amour, répéta Manon avec une pointe d'amertume. Vous aimiez ma mère? Je la connaissais depuis peu. Mais oui, je crois que je commençais à l'aimer. Elle était différente des femmes que je fréquentais habituellement, simple, authentique, lumineuse. Elle ne parlait jamais de vous avec colère, murmura Manon, le regard perdu dans le vague. Même quand elle me disait que vous n'aviez pas voulu de moi, elle n'était pas en colère, juste triste. Elle disait que vous aviez fait votre choix et qu'elle devait respecter ça, même si ça lui brisait le cœur. Ces paroles touchèrent Laurent au plus profond. Sophie, malgré sa douleur, n'avait pas cherché à le diaboliser aux yeux de leur fille. Ta mère était une femme extraordinaire, Manon, et tu lui ressembles tellement. Pas seulement physiquement, mais dans ta force, ton talent, ta détermination. Manon détourna le regard, visiblement émue par ce compliment inattendu. « Je ne vous déteste pas, » dit-elle finalement. « Je croyais vous détester, mais en fait, je ne ressens rien. Vous êtes un étranger pour moi. » « Je comprends. Et je ne te demande pas de me considérer comme ton père du jour au lendemain. Juste,
de me laisser une chance de te connaître, de comprendre qui tu es, et peut-être, un jour, de faire partie de ta vie, d'une façon ou d'une autre. » Manon se leva, signalant que la conversation touchait à sa fin. Je dois réfléchir à tout ça, lire ces lettres plus attentivement, essayer de comprendre. Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. Mathieu me manque, avoua-t-elle soudain, surprenant Laurent. C'est étrange, non? Je l'ai vu une seule fois et pourtant, il s'est attaché à toi aussi, très rapidement. Il parle de toi constamment. Un sourire fugace traversa le visage de Manon. Il peut m'appeler s'il veut. Je lui ai donné mon numéro. Tu lui as donné ton numéro? S'étonna Laurent. Oui. Je lui ai dit de ne pas vous le donner, que c'était notre secret. Mais je suppose qu'il l'a fait quand même, puisque vous m'avez envoyé un message. Laurent secoua la tête. Non, Mathieu n'a rien dit. Le message que tu as reçu venait du détective que j'ai engagé. Il a retrouvé ton numéro dans les affaires. De ta mère. Manon parut surprise, puis émit un petit rire incrédule. Alors Mathieu a gardé notre secret. C'est touchant. Elle fit quelques pas, puis se retourna. Je pars dans 2 jours pour Marseille. Une fresque à réaliser là-bas, un projet important pour moi. Je serai absente 2 ou 3 semaines. Je comprends. Quand tu reviendras? Quand je reviendrai? Nous verrons. Je ne promets rien. Laurent hocha la tête, acceptant cette incertitude. Bon voyage alors. Et merci d'avoir écouté, Manon. Elle s'éloigna sans répondre, sa silhouette mince se fondant progressivement dans la foule des promeneurs. Laurent resta assis sur le banc longtemps après son départ, submergé par des émotions contradictoires. Il avait enfin pu lui parler, lui expliquer. Mais était-ce suffisant? La blessure était si profonde, si ancienne. Pourrait-elle un jour se refermer? Son téléphone vibra. C'était un message de Mathieu. Comment ça s'est passé avec Manon? Elle va venir nous voir. Laurent sourit malgré lui. Son fils si impatient, si plein d'espoir. Il lui répondit simplement « Nous avons bien parlé. Elle doit partir quelques semaines pour un projet. Nous verrons à son retour. » Puis après un moment de réflexion, il ajouta « Elle m'a dit que tu avais son numéro. Tu as bien gardé le secret. » La réponse de Mathieu fut presque immédiate. « C'était notre promesse. Les frères et sœurs se protègent. C'est ce qu'elle m'a dit. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Laurent. Malgré tout, un lien s'était déjà tissé entre ces 2 enfants que tout semblait séparer. Un lien plus fort que les mensonges, les non-dits et les années perdues. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Manon pour Marseille. 3 semaines pendant lesquelles Laurent avait tenté de reprendre le cours normal de sa vie, partagé entre les soins de Mathieu, qui se rétablissait remarquablement bien, et la gestion à distance de son entreprise. Pourtant, ses pensées revenaient sans cesse vers Manon, vers cette fille qu'il commençait à peine à connaître. Mathieu, lui, entretenait une correspondance régulière avec sa demi-sœur, des messages quotidiens, parfois de simples émoticônes ou photos, parfois de longues conversations que le garçon gardait jalousement privées. Ce lien qui se tissait entre eux touchait Laurent autant qu'il l'inquiétait. Et si Manon décidait finalement de couper tout contact, Mathieu en serait dévasté. Ce matin-là, alors que Laurent préparait le petit déjeuner, une nouvelle. Habitude qu'il avait prise, déléguant davantage de tâches professionnelles pour être présent dans le quotidien de son fils, Mathieu apparut dans la cuisine, son téléphone à la main et un sourire radieux aux lèvres. « Manon rentre aujourd'hui », annonça-t-il avec excitation. « Elle a terminé sa fresque à Marseille. Elle m'a envoyé des photos, regarde. » Il tendit son téléphone à Laurent, qui découvrit une immense peinture murale représentant des enfants de toutes origines tenant un filet d'étoiles au-dessus d'une ville endormie. L'œuvre était saisissante, pleine de couleurs vibrantes et d'émotions palpables. « C'est magnifique », murmura Laurent, impressionné par le talent de sa fille. Elle dit que c'est sa plus grande réalisation jusqu'à présent. Une association? La payer pour la faire, pour un projet sur les rêves d'enfants ou quelque chose comme ça. Laurent sourit, heureux de savoir que Manon commençait à être reconnue pour son art. « Elle t'a dit si elle voulait te voir à son retour ?» Mathieu hésita, soudain moins enthousiaste. « Pas exactement. Elle a juste dit qu'elle serait de retour à Paris, mais je suis sûr qu'elle voudra me voir. » Laurent ne répondit pas, ne voulant pas ternir l'optimisme de son fils. Mais il savait que rien n'était moins sûr. Depuis leur conversation, au jardin du Luxembourg, Manon n'avait pas cherché à le contacter directement. Leur seul lien restait Mathieu,
et les rapports discrets de Victor Lemoine, qui avait continué à veiller de loin sur la jeune fille pendant son séjour marseillais. Plus, tard dans la journée, alors que Laurent travaillait dans son bureau, Mathieu fit irruption, le visage illuminé d'excitation. « Papa, Manon m'a invité à voir sa nouvelle fresque à Belleville. Elle vient de commencer un nouveau projet là-bas. Je peux y aller, s'il te plaît ?» Laurent posa ses lunettes, surpris par cette nouvelle. « Elle t'a invité, toi ?»« Pas... nous ?»« Juste moi, » confirma Mathieu, un peu embarrassé. « Mais tu pourrais m'accompagner et m'attendre à proximité ? Le médecin dit que je peux sortir maintenant, tant que je ne me fatigue pas trop. » Laurent hésita. Permettre à Mathieu de voir Manon seule signifiait respecter leur relation naissante, mais l'idée de laisser son fils encore convalescent dans ce quartier qu'il ne connaissait pas l'inquiétait. « D'accord, » céda-t-il finalement. « Mais je t'accompagne jusqu'au lieu de rendez-vous et je resterai à proximité. À quelle heure doit-on y être ? » « À 16 heures. Merci, papa. » Quelques heures plus tard, Laurent et Mathieu descendaient de voiture à Belleville. Le chauffeur avait reçu l'instruction de rester dans le quartier, prêt à les récupérer à tout moment. Mathieu, fébrile d'excitation, guidait son père à travers les rues colorées en suivant les indications envoyées par Manon sur son téléphone. « C'est là !» s'exclama-t-il soudain en pointant du doigt une ruelle étroite. Au fond de cette ruelle, un mur immense se dressait à moitié recouvert d'une fresque en cours de réalisation. Perché sur un échafaudage de fortune, Manon travaillait concentrée sur son œuvre, des écouteurs sur les oreilles. « Attends-moi ici, papa » demanda Mathieu avant de s'avancer vers l'échafaudage. Laurent acquiesça et resta en retrait, observant la scène avec émotion. Mathieu s'approcha lentement puis appela sa sœur. Manon se retourna et même à cette distance, Laurent put voir son visage s'illuminer. Elle descendit rapidement de l'échafaudage et, à la grande surprise de Laurent, prit Mathieu dans ses bras pour une brève étreinte. Les deux jeunes gens commencèrent à discuter avec animation, Manon montrant divers aspects de sa fresque, à Mathieu qui semblait captivé. Laurent resta où il était, ne voulant pas interrompre ce moment. Il sortit son téléphone pour consulter ses emails, mais son regard revenait sans cesse vers ces deux silhouettes si différentes et pourtant liées par le sang, son fils, petit et blond, encore pâle de sa maladie récente, et cette jeune, fille brune aux vêtements tachés de peinture qui était sa fille. Après une vingtaine de minutes, il vit Manon tendre un pinceau à Mathieu et l'aider à monter sur l'échafaudage. Avec précaution, elle guida sa main, lui permettant d'ajouter quelques touches de couleur à la fresque. Le rire de Mathieu résonna dans la ruelle, un son que Laurent n'avait pas entendu depuis si longtemps qu'il en eut les larmes aux yeux. Soudain, Manon leva les yeux et croisa son regard. Laurent se figea, incertain de sa réaction. Allait-elle s'énerver de sa présence? Mais après un moment d'hésitation, elle lui fit un signe de la main, l'invitant à approcher. Le cœur battant, Laurent s'avança vers l'échafaudage. Mathieu, tout à son plaisir de peindre, ne l'avait pas encore remarqué. « Bonjour », dit simplement Manon lorsqu'il fut assez proche. « Bonjour », répondit-il sur le même ton. « Je ne voulais pas déranger, je... »« C'est bon », l'interrompit-elle. « Mathieu m'avait prévenu que vous l'accompagneriez. Je comprends que vous vous inquiétiez pour lui. Ce n'était pas un accueil chaleureux, mais ce n'était pas non plus l'hostilité à laquelle il s'était préparé. « Ta fresque est magnifique », dit-il en regardant l'œuvre en cours. Elle représentait des enfants construisant un pont entre deux mondes, l'un gris et sombre, l'autre coloré et lumineux. « Merci. C'est une commande de la mairie de l'arrondissement. Un projet sur la résilience et l'espoir. » Laurent hocha la tête, cherchant quoi dire d'autre. C'était la première fois qu'ils se parlaient depuis leur rencontre au jardin du Luxembourg, et l'atmosphère était chargée de non-dits. « Papa !» s'écria Mathieu en le remarquant enfin. « Regarde, Manon m'a laissé peindre une partie du ciel. Je vois ça. Tu as du talent. » Pas autant que Manon. Elle m'a montré les photos de toutes ses œuvres. Elle est super connue dans le milieu du street art. Manon rougit légèrement à ce compliment enthousiaste. Pas super connue. Disons que certains commencent à reconnaître mon travail. Tu as d'autres projets après celui-ci ? Demanda Laurent, sincèrement intéressé. Quelques propositions, une à Lyon, une autre à Bruxelles, mais rien de confirmé encore. Tu voyages beaucoup pour ton art. C'est nécessaire. Les grandes surfaces murales disponibles ne sont pas si nombreuses,
et la concurrence est rude. Mathieu les regardait tour à tour, visiblement heureux de les voir converser normalement. Manon m'a dit qu'elle pourrait m'apprendre à dessiner, annonça-t-il. Elle dit que j'ai un bon coup de crayon. C'est une excellente idée, approuva Laurent. Si Manon est d'accord, bien sûr. Je peux venir de temps en temps, confirma-t-elle, quand je suis à Paris. Si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Un silence s'installa moins tendu que les précédents, mais toujours empreint d'une certaine gêne. Manon jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois reprendre si je veux finir cette section avant la nuit, » dit-elle. « Mathieu, tu veux rester ? Encore un peu. Tu peux continuer à m'aider si tu veux. » Le garçon se tourna vers son père, une supplique silencieuse dans les yeux. « Tu te sens assez en forme ?» demanda Laurent, partagé entre son désir de protéger son fils et celui de favoriser sa relation avec Manon. « Oui, je ne suis pas fatigué du tout. »« Dans ce cas, d'accord, mais pas plus d'1 heure. Tu es encore en convalescence. » Le visage de Mathieu s'illumina. Manon lui tendit à nouveau le pinceau et ils remontèrent tous deux sur l'échafaudage, plongés dans leur création commune. Laurent s'éloigna un peu, s'asseyant sur un muret à proximité d'où il pouvait les observer sans les déranger. Il était frappé par la facilité avec laquelle Manon interagissait avec Mathieu, par sa douceur et sa patience. Elle, qui semblait si dure, si méfiante avec les adultes, se révélait totalement différente avec cet enfant qui était son frère. 1 heure plus tard, comme convenu, Laurent rappela Mathieu. Le garçon descendit à contre-cœur de l'échafaudage, ses vêtements désormais maculés de peinture. « On peut revenir demain ?» demanda-t-il, plein d'espoir. « Tu as école demain ?» lui rappela Laurent. « Mais peut-être ce week-end si Manon est d'accord. » La jeune fille hocha la tête. « Je serai là samedi, même heure, même endroit. »« Super !» s'exclama Mathieu avant d'étreindre spontanément sa sœur. Manon parut surprise par ce geste d'affection, mais y répondit maladroitement, tapotant le dos du garçon. « À samedi alors, » dit Laurent en s'éloignant avec Mathieu. « À samedi, » répondit Manon, et pour la première fois, Laurent crut discerner l'ébauche d'un sourire sur son visage. Dans la voiture qui les ramenait vers leur appartement, Mathieu était intarissable, racontant en détail tout ce que Manon lui avait appris sur les techniques de peinture, les mélanges de couleurs, les proportions. « Elle m'a dit que je pourrais avoir mon propre projet un jour, » conclut-il avec excitation. « Pas aussi grand que les siens, bien sûr, mais peut-être un petit mur quelque part. » Laurent sourit, touché par l'enthousiasme de son fils. « C'est une excellente idée. Tu as vraiment envie d'apprendre à peindre ? » ?»« Oui. Avant, je pensais que je voulais être comme toi, travailler dans les ordinateurs et tout ça. Mais maintenant, je crois que j'aimerais faire quelque chose de plus créatif. » Cette déclaration surprit Laurent. Jamais auparavant Mathieu n'avait exprimé d'intérêt pour l'art ou la création. Était-ce simplement l'influence de Manon, ou avait-il toujours eu ses aspirations sans que Laurent ne le remarque? « Tu sais, dit-il prudemment, ta mère était très douée en dessin elle aussi. »« Vraiment ?» demanda Mathieu, soudain très attentif. « Oui, elle avait étudié les beaux-arts avant de se tourner vers le design d'intérieur. Elle avait un carnet de croquis qu'elle emportait partout. Je ne savais pas, murmura Mathieu. Tu ne parles jamais d'elle. » Laurent ressentit une pointe de culpabilité. C'était vrai. Depuis la disparition d'Élodie 4 ans plus tôt, il avait rarement évoqué son souvenir, trouvant trop douloureux de parler d'elle. « Je devrais le faire plus souvent, » admit-il. « Elle était extraordinaire, ta mère, pleine de vie, d'idées, de créativité. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Et je ressemble à Manon aussi. D'une certaine façon, oui. Vous avez le même regard concentré quand vous créez quelque chose. J'ai remarqué ça aujourd'hui. » Mathieu sourit, visiblement satisfait de cette comparaison. « C'est bizarre, non? Je ne connaissais pas Manon il y a 1 mois, et maintenant, c'est comme si elle avait toujours fait partie de ma vie. » Ces paroles touchèrent Laurent profondément. Son fils exprimait exactement ce qu'il ressentait lui-même, ce sentiment étrange que Manon avait toujours été là, quelque part, attendant d'être retrouvé. Le samedi suivant, comme convenu, ils retournèrent à Belleville. Cette fois, Laurent ne resta pas en retrait. À sa grande surprise, Manon lui proposa de participer lui aussi à la fresque, lui confiant une petite section à remplir de couleur bleue. « Je n'ai aucun talent », protesta-t-il en prenant maladroitement le pinceau qu'elle lui tendait. « Ce n'est pas une question de talent, » répliqua Manon, « c'est une question de participation. Cette fresque parle de construire des ponts entre les mondes.
Vous en faites partie. Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, émurent Laurent plus qu'il n'aurait su l'exprimer. Pendant les heures qui suivirent, ils travaillèrent tous les trois côte à côte, parlant peu, mais partageant quelque chose de profond. À la fin de la journée, alors que Mathieu s'était éloigné pour acheter des boissons dans une épicerie voisine, Laurent se retrouva seul avec Manon. « Merci », dit-il simplement. « Pour aujourd'hui, pour Mathieu. » Manon haussa les épaules, un geste qu'il commençait à reconnaître comme sa façon de minimiser l'importance des choses qui la touchaient. « Il est facile à aimer, ce gamin, » dit-elle. « Tellement enthousiaste, tellement innocent. »« Oui, il l'est, et il t'admire énormément. »« Je ne suis pas un modèle à suivre, » répliqua-t-elle sèchement. « Pourquoi dis-tu ça ?» Manon détourna le regard, soudain mal à l'aise. « Parce que c'est vrai. Ma vie n'est pas conventionnelle. Je vis au jour le jour. Je dors parfois dans des squats, je n'ai pas de diplôme, pas de perspective stable. Tu as un talent immense, une passion, une authenticité que beaucoup pourraient t'envier. » Elle le dévisagea, surprise par ce compliment inattendu. « J'ai lu les lettres, » dit-elle soudainement. « Celles de ma mère. Je les ai relues plusieurs fois pendant mon séjour à Marseille. » Laurent retint son souffle, attendant la suite. « Je crois qu'elle disait la vérité, qu'elle pensait vraiment que vous l'aviez rejetée. C'est ce que Valois voulait lui faire croire, ce qu'il voulait me faire manquer. Pourquoi il aurait fait ça? Juste par jalousie ?» Laurent soupira. La jalousie, la possessivité, le pouvoir. Richard avait des problèmes profonds avec les femmes. Je l'ai découvert trop tard. Après son départ de l'entreprise, plusieurs anciennes employées ont parlé de comportements inappropriés, de harcèlement. Mais à l'époque, je ne voyais rien. J'étais aveuglé par son mentorat, par le succès de notre collaboration professionnelle. Manon hocha lentement la tête, digérant ces informations. « Ma mère n'était pas amère, dit-elle après un moment. Elle ne m'a jamais encouragé à vous haïr. Elle disait juste que vous aviez fait votre choix et qu'elle respectait ça. Elle m'a élevé seule, travaillant souvent 2 emplois pour que nous ayons un toit et de quoi manger. Elle m'encourageait à dessiner, me trouvait du matériel même quand nous n'avions pas beaucoup d'argent. Elle avait l'air d'être une mère extraordinaire. »« Elle l'était, » confirma Manon, et pour la première fois, Laurent vit des larmes briller dans ses yeux. « Elle me manque chaque jour. Quand elle est partie, j'ai cru que je ne survivrais pas, que je ne pourrais jamais continuer sans elle. Mais tu l'as fait, » dit doucement Laurent. « Tu as survécu, tu t'es construite, seule, dans des circonstances que je n'ose pas imaginer. »« Pas vraiment seule, » nuança Manon en essuyant rapidement une larme. « Il y a eu des gens sur mon chemin, des éducateurs au foyer qui croyaient en mon talent, des artistes de rue qui m'ont prise sous leur aile, Chloé qui m'a offert un espace pour créer au squat. » Elle marqua une pause, semblant hésiter à poursuivre. « Mais oui, il y a eu des moments très durs, des nuits où je ne savais pas où dormir, des jours où je ne mangeais pas à ma faim, des personnes qui ont essayé de profiter de ma vulnérabilité. » Laurent sentit son cœur se serrer à ces mots. Sa fille avait vécu des épreuves qu'il n'avait jamais connues, qu'il avait toujours été protégé de vivre par sa situation privilégiée. « Je donnerais tout pour revenir en arrière, » murmura-t-il. « Pour avoir su, pour avoir été là. »« On ne peut pas revenir en arrière, » répondit Manon. « On ne peut qu'aller de l'avant. » Mathieu revint à ce moment-là, portant 3 bouteilles de soda qu'il distribua fièrement. La conversation intime s'interrompit, mais quelque chose avait changé. Une barrière était tombée, infime mais significative. Au fil des semaines suivantes, un rythme s'établit. Chaque samedi, Laurent et Mathieu rejoignaient Manon à Belleville pour travailler sur la fresque. Parfois, Manon venait dîner chez eux le soir, toujours avec une certaine réticence mais de moins en moins de malaise. Elle restait distante avec Laurent, mais s'ouvrait progressivement, partageant de petits fragments de sa vie, de ses projets artistiques, de ses souvenirs avec Sophie. Un soir, après que Mathieu se fut endormi, épuisé par une journée de peinture, Laurent trouva Manon sur la terrasse de l'appartement, contemplant la vue sur Paris illuminée. « C'est beau, » dit-elle sans se retourner, sentant sa présence. « On voit toute la ville. »« D'ici. Oui, c'est une vue privilégiée, » admit Laurent en s'approchant. « Mathieu m'a montré des photos de votre maison de campagne aujourd'hui, celle en Normandie. Elle a l'air immense. » Elle l'est. Trop, même, pour 2 personnes. Nous n'y allons pas souvent.
Un silence s'installa, puis Manon demanda brusquement « Pourquoi faites-vous tout ça? Ces samedis, ces dîners, cette tentative de me faire entrer dans votre vie ?» La question prit Laurent au dépourvu par sa franchise. « Parce que tu es ma fille, » répondit-il simplement. « Parce que j'ai manqué 16 ans de ta vie, et que je ne veux pas en manquer davantage si tu me le permets. Et si je ne suis pas celle que vous espérez? Si je ne m'intègre jamais dans ce monde ?» Elle fit un geste englobant l'appartement luxueux, la vue spectaculaire. « Je ne te demande pas de t'intégrer, Manon. Je te demande juste de nous laisser apprendre à te connaître. Et peut-être, avec le temps, de nous donner une chance d'être une famille, d'une façon ou d'une autre. » Manon se tourna vers lui, son visage à demi éclairé par les lumières de la ville. « Une famille », répéta-t-elle pensivement. « J'ai presque oublié ce que c'est. »« Moi aussi, d'une certaine façon, » confessa Laurent. « Depuis la disparition d'Élodie, Mathieu et moi vivons côte à côte plus qu'ensemble. C'est seulement depuis sa maladie que j'ai compris à quel point j'avais négligé l'essentiel. Il m'a parlé d'elle, de sa mère. Il dit qu'elle était belle et gentille. Elle l'était. Elle aurait aimé te rencontrer, j'en suis certain. » Manon ne répondit pas, mais resta là, immobile, le regard perdu sur l'horizon parisien. Laurent respecta ce silence, comprenant qu'elle avait besoin de temps, d'espace pour assimiler tout, ce qui changeait dans sa vie. Finalement, elle se tourna vers lui. « Je dois y aller, il se fait tard. »« Tu pourrais rester, » proposa-t-il doucement. « Nous avons plusieurs chambres d'amis. »« Pas ce soir, » refusa-t-elle, mais sans la fermeté de ses précédents refus. « Mais merci pour l'offre. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle s'arrêta soudain et dans un geste qui surprit Laurent autant qu'il le toucha, elle lui tendit la main. « Bonne nuit, Laurent. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, abandonnant. Le vouvoiement distant qu'elle avait maintenu jusqu'alors. Il prit sa main, la serrant doucement. « Bonne nuit, Manon. À samedi prochain. » Elle hocha la tête. « À samedi. » Après son départ, Laurent resta longtemps sur la terrasse, contemplant les lumières de Paris. Quelque part dans cette ville immense, sa fille rentrait chez elle, où que soit ce chez elle qu'elle gardait encore secret. Mais pour la première fois, il sentait qu'un véritable lien commençait à se tisser entre eux. Un lien fragile, encore incertain, mais réel. L'automne s'installait sur Paris, teintant les arbres des Champs-Élysées de nuances d'or et de cuivre. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette journée fatidique où Mathieu s'était effondré pendant son cours de sport, 3 mois qui avaient bouleversé l'existence de Laurent Deschamps d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La fresque de Belleville était terminée depuis longtemps. L'œuvre monumentale qui représentait des enfants construisant un pont entre 2 mondes était devenue une attraction locale. Des articles dans la presse spécialisée avaient salué le talent de Manon, certains critiques d'art commençant même à s'intéresser à son parcours atypique. Ce matin-là, Laurent prenait son café sur la terrasse de son appartement, feuilletant distraitement un magazine d'art urbain qui consacrait plusieurs pages aux créations de Manon. Un sentiment de fierté l'envahit en voyant le nom de sa fille imprimé en lettres capitales, son talent reconnu par des experts. « Bonjour, papa !» lança Mathieu en le rejoignant, encore en pyjama malgré l'heure avancée. Ce samedi matin paresseux était devenu un rituel qu'ils savouraient ensemble. « Bonjour, champion. Bien dormi ?»« Comme une marmotte, » répondit le garçon en se servant un verre de jus d'orange. « Manon a confirmé pour aujourd'hui. On va vraiment au musée tous ensemble ?» Laurent sourit devant l'enthousiasme de son fils. « Oui, elle nous retrouve. À 14 heures au Centre Pompidou. Apparemment, il y a une exposition qui l'intéresse particulièrement. »« Super, je vais me préparer tout de suite. » Mathieu repartit en trombe vers sa chambre, laissant Laurent songeur. Ces dernières semaines, une routine s'était progressivement installée. Manon venait dîner au moins 1 fois par semaine, parfois plus. Elle et Mathieu passaient des heures à dessiner ensemble, le garçon progressant rapidement, sous les conseils patients de sa sœur. La relation entre Laurent et Manon, quant à elle, évoluait plus lentement. La jeune fille restait sur ses gardes, acceptant sa présence dans sa vie, mais maintenant une certaine distance émotionnelle. Pourtant, Laurent percevait de subtils changements. Une conversation qui se prolongeait après le départ de Mathieu, une question personnelle posée presque timidement, un sourire moins rare. Leur plus grande avancée avait eu lieu 2 semaines. Auparavant,
lorsque Laurent avait finalement pu organiser une confrontation avec Richard Valois. L'ancien associé, désormais retraité, avait accepté de les rencontrer dans un restaurant parisien discret après des semaines d'insistance. Face à Manon et Laurent réunis, Valois avait d'abord tenté de nier et puis de minimiser ses actions passées, mais confronté aux preuves rassemblées par Victor Lemoine, aux témoignages des anciennes employées et à la détermination de Laurent, il avait fini par admettre la vérité. Oui, il avait délibérément séparé Sophie et Laurent. Oui, il avait intercepté les messages, fait licencier la jeune femme sous un faux prétexte et même engagé quelqu'un pour l'intimider. J'étais obsédé, avait-il finalement avoué, le regard fuyant. Sophie m'avait repoussé plusieurs fois, mais je ne pouvais pas accepter qu'elle te choisisse, toi, le jeune prodige que j'avais moi-même recruté. C'était maladif. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Ces aveux, arrachés après des heures de confrontation tendue, avaient eu un impact profond sur Manon. Pour la première fois, elle avait vu de ses propres yeux la confirmation que Laurent disait vrai, que l'homme qu'elle avait passé sa vie à considérer comme un père indifférent n'avait jamais eu la chance de savoir qu'elle existait. Sur le chemin du retour, elle était restée silencieuse longtemps avant de murmurer « Je te crois maintenant ». Complètement. Ce simple « tu » remplaçant le « vous » distant qu'elle avait maintenu jusque-là avait signifié pour Laurent plus que n'importe quelle déclaration grandiloquente. Le téléphone de Laurent vibra, le ramenant au présent. Un message de Manon. « Je serai un peu en avance. 13h30 au café du musée. J'ai quelque chose à te montrer avant que Mathieu n'arrive. » Intrigué, Laurent confirma ce nouveau rendez-vous. Que pouvait-elle bien vouloir lui montrer en tête-à-tête? À 13h30 précise, Laurent entra dans le café du Centre Pompidou, ce bâtiment emblématique au cœur de Paris avec ses tuyaux colorés apparents et son architecture révolutionnaire. Manon l'attendait déjà, assise à une table dans un coin, discret. Elle semblait nerveuse, tripotant la anse de sa tasse de café. « Bonjour, dit-il en s'asseyant face à elle. « Mathieu est impatient de te voir. Il viendra avec Béatrice pour 14h comme prévu. »« Parfait, » répondit Manon avec un sourire tendu. « J'avais besoin de te parler seul à seul. » Laurent commanda un café, attendant qu'elle poursuive. Manon sortit de son sac à dos une large enveloppe Kraft qu'elle posa sur la table. « J'ai reçu une proposition, » annonça-t-elle, « une résidence d'artiste à Berlin. 6 mois dans un atelier reconnu, avec exposition dans plusieurs galeries européennes. À la clé. C'est fantastique, s'exclama sincèrement Laurent. Quelle reconnaissance de ton talent. Oui, c'est une opportunité incroyable. Mais ça signifie partir, quitter Paris, pendant 6 mois, peut-être plus si d'autres projets se concrétisent là-bas. Laurent sentit son cœur se serrer. Juste au moment où Manon commençait à faire partie de leur vie, voilà qu'elle envisageait de s'éloigner. « Je comprends, » dit-il néanmoins. « C'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. C'est ce que je pense aussi. Mais il y a Mathieu. Il s'est tellement attaché à moi. Comment va-t-il réagir ?» Cette préoccupation pour les sentiments de Mathieu toucha profondément Laurent. Il sera triste, bien sûr, mais aussi fier de toi. Et Berlin n'est pas si loin. Il pourrait venir te voir pendant les vacances scolaires. Tu ferais ça? Tu l'emmènerais à Berlin? Bien sûr, si tu es d'accord. Manon hocha la tête, semblant soulagée. Il y a autre chose, dit-elle en ouvrant l'enveloppe. Quelque chose que j'ai créé pour vous deux. Elle en sortit un dessin, non pas une esquisse rapide comme celle qu'elle faisait habituellement, mais une œuvre minutieusement travaillée. Elle représentait 3 silhouettes assises sur un banc face à un coucher de soleil. Un homme, un adolescent et une jeune fille. Leurs visages n'étaient pas détaillés, mais leurs postures exprimaient une complicité, une appartenance commune. « C'est nous » murmura Laurent ému. « Oui, je l'ai terminé hier soir. Je voulais vous laisser quelque chose, pour que vous ne m'oubliiez pas pendant mon absence. »« Comme si nous pouvions t'oublier, » répondit Laurent, profondément touché. Manon sembla hésiter, puis poursuivit. « Il y a autre chose dont je voulais te parler, quelque chose d'important. Je t'écoute. Quand je reviendrai de Berlin, j'aimerais peut-être envisager de vivre avec vous, si l'offre tient toujours. » Laurent resta sans voix. Depuis des mois, il espérait cette ouverture sans jamais oser la solliciter directement, respectant le besoin d'indépendance de Manon, sa méfiance légitime.
L'offre tiendra toujours, répondit-il finalement, la voix légèrement tremblante. Notre maison sera toujours la tienne, que tu décides d'y vivre ou simplement d'y passer. Manon hocha la tête, visiblement émue, elle aussi. Ces derniers mois m'ont fait réfléchir à ce que signifie une famille, à ce que signifie appartenir. À quelque part, à quelqu'un. Toute ma vie, j'ai cru que tu nous avais rejetés, maman et moi. J'ai grandi avec cette certitude. Et maintenant tu sais que ce n'était pas vrai, compléta doucement Laurent. Ce n'est pas seulement ça, c'est aussi de voir comment tu es avec Mathieu, comment tu as changé pour lui, comment tu essaies d'être présent, attentif. Ce n'est pas l'image du monstre égoïste que je m'étais construite. Ces paroles touchèrent Laurent au plus profond. Je ne suis pas parfait, loin de là. J'ai commis d'innombrables erreurs avec Mathieu aussi. Mais j'essaie de faire mieux, d'être mieux. Pour lui et maintenant pour toi aussi, si tu me le permets. Manon acquiesça silencieusement. Un serveur apporta le café de Laurent, créant une brève interruption bienvenue dans cette conversation chargée d'émotions. « Il y a une dernière chose, » dit Manon en fouillant à nouveau dans son sac. « J'ai retrouvé ça dans les affaires ?» de maman. Elle sortit une petite boîte usée qu'elle ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait une fine chaîne en argent portant un pendentif en forme de cœur. Elle le portait toujours, expliqua Manon. Elle m'a dit un jour que c'était un cadeau de la seule personne qu'elle avait vraiment aimée. Je crois que c'était toi. Laurent prit la chaîne entre ses doigts, submergé par les souvenirs. Je lui ai offert ce pendentif pour son anniversaire, quelques semaines avant sa disparition. C'était si insignifiant comparé à ce qu'elle méritait. Elle l'a gardé toute sa vie, murmura Manon. Elle ne s'en séparait jamais. Cette révélation bouleversa Laurent. Malgré tout ce qu'elle avait cru, malgré la douleur de l'abandon apparent, Sophie avait conservé ce souvenir de leur amour. Elle ne l'avait jamais véritablement effacé de sa vie. « J'aurais tant aimé la revoir, » dit-il, la gorge nouée. Lui expliquer, lui demander pardon pour n'avoir pas cherché à la retrouver. Elle aurait compris, je crois. Elle n'était pas rancunière. Elle disait toujours que la colère ne construisait rien. Laurent sourit tristement. « Elle était sage, ta mère. La plus sage des femmes, » confirma Manon avec un sourire mélancolique. Un silence confortable s'installa entre eux, chacun perdu, dans ses souvenirs de Sophie, dans ce lien invisible qui les unissait malgré les années d'absence. « Voilà Mathieu, » dit soudain Manon en regardant par-dessus l'épaule de Laurent. Le garçon entrait dans le café, accompagné de Béatrice. Quand il les aperçut, son visage s'illumina et il se précipita vers leur table. « Manon, papa, vous êtes déjà là. On discutait un peu avant l'exposition, » expliqua Manon en rangeant discrètement le pendentif et les dessins. « De quoi ?» demanda curieusement Mathieu. Laurent et Manon échangèrent un regard. « De l'avenir, » répondit simplement Laurent. « Des projets, des possibilités. »« Des possibilités comme quoi ?» Manon prit une profonde inspiration, comme le fait que j'ai reçu une proposition pour aller travailler à Berlin pendant 6 mois. Le visage de Mathieu se décomposa instantanément. « Tu vas partir, mais on commençait juste à être une famille. » Ce mot, « famille », prononcé si naturellement par Mathieu, créa un moment de flottement ému. « Je reviendrai, » assura Manon. « Et ton père m'a promis que vous viendriez me voir pendant les vacances. »« C'est vrai ?» demanda Mathieu, en se tournant vers Laurent, l'espoir renaissant dans ses yeux. « Absolument. Berlin n'est qu'à quelques heures de train, et quand Manon reviendra... » Il s'interrompit, ne voulant pas parler à la place de la jeune fille. Celle-ci prit le relais. « Quand je reviendrai, nous pourrions peut-être envisager que je vienne. Vivre avec vous, si tu es d'accord, bien sûr. » Le visage de Mathieu s'illumina d'une joie si pure, si intense, que Laurent en eut les larmes aux yeux. « Vraiment, tu vivrais avec nous, dans notre appartement ? C'est une possibilité que nous explorons, » tempéra Laurent, ne voulant pas que son fils s'emballe trop vite. « Ce serait tellement génial !» s'exclama Mathieu, incapable de contenir son excitation. « On pourrait dessiner ensemble tous les jours. Je pourrais te montrer tous mes jeux vidéo. On pourrait même partager nos céréales préférées au petit déjeuner. » Manon rit, touchée par cet enthousiasme sans filtre. « Doucement, petit frère. D'abord, je dois aller à Berlin. Ensuite, on verra pour les céréales. »« Petit frère, » répéta Mathieu, savourant ces mots. « J'adore quand tu m'appelles comme ça. » Laurent observait cet échange avec un mélange de bonheur et d'incrédulité. Comment sa vie avait-elle pu changer si radicalement en si peu de temps?
Comment cette jeune fille, surgie de nulle part dans un moment de crise absolue, avait-elle pu devenir si rapidement un élément essentiel de leur existence? « Bon, on va la voir cette exposition », demanda Manon en se levant, visiblement émue et cherchant à alléger l'atmosphère. Ils passèrent à l'après-midi à déambuler dans les salles du Centre Pompidou, Manon expliquant patiemment à Mathieu les différents courants artistiques, les techniques, l'histoire derrière chaque œuvre majeure. Laurent les suivait, parfois participant à la conversation, parfois restant en retrait pour les observer, savourant cette complicité naissante entre son fils et sa fille. À un moment, alors que Mathieu était absorbé par une installation vidéo, Manon s'approcha de Laurent. « Tu sais, dit-elle doucement, pendant des années, j'ai dessiné des enfants seuls, des mains tendues qui ne se rejoignent jamais, des ponts inachevés. C'était ma façon d'exprimer ce que je ressentais. Ce manque, ce vide. Et maintenant ?» demanda Laurent. Manon regarda Mathieu, puis Laurent, un sourire se dessinant lentement sur son visage. « Maintenant, je crois que je vais dessiner des ponts achevés, des mains qui se touchent, des familles recomposées, imparfaites, mais réelles. » Laurent sentit une émotion puissante le submerger. Sans réfléchir, il tendit sa main vers celle de Manon. Après une brève hésitation, elle la prit, serrant doucement ses doigts. Ils restèrent ainsi un moment, reliés par ce simple contact qui signifiait tant. Un père et sa fille séparés, pendant 16 ans par le mensonge et la manipulation, mais finalement réunis par le destin, ou peut-être par le sang rare qu'ils partageaient, ce sang qui avait sauvé Mathieu et, d'une certaine façon, les avait tous sauvés. Le soir venu, après une journée riche en émotions et en découvertes, ils dînèrent tous ensemble dans un petit restaurant près du Centre Pompidou. Mathieu, épuisé mais heureux, s'endormit presque sur sa crème. Brûlé faisant rire Manon. « Il est crevé, dit-elle avec tendresse. L'art fatigue plus que les jeux vidéo, apparemment. L'émotion, surtout, corrigea doucement Laurent. Ça a été une journée intense pour lui, pour nous tous. » Manon acquiesça, son regard se posant sur Mathieu avec une affection évidente. « Je pars dans 2 semaines pour Berlin. J'aimerais passer le plus de temps possible avec vous deux avant. Notre porte est toujours ouverte, tu le sais. » « Je sais. » Sur le chemin du retour, Mathieu endormi sur la banquette arrière de la voiture, Manon resta silencieuse, contemplant les rues parisiennes qui défilaient. « À quoi penses-tu » demanda Laurent. « À ma mère, » répondit-elle doucement. « À ce qu'elle penserait de tout ça, de nous. Je crois qu'elle serait heureuse. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré le temps perdu, nous avons finalement trouvé un chemin les uns vers les autres. »« Oui, » murmura Manon, « je crois aussi. » Arrivé à l'appartement, Laurent porta Mathieu endormi jusqu'à son lit. Quand il revint dans le salon, Manon se tenait près de la baie vitrée, admirant la vue nocturne sur Paris. « Tu veux rester ?»« Cette nuit, » proposa-t-il. « La chambre d'amis est prête, comme toujours. » Pour la première fois, Manon accepta sans hésitation. « Oui, je veux bien. Merci. » Plus tard, alors que l'appartement était plongé dans le silence de la nuit, Laurent resta éveillé, repensant aux événements extraordinaires des derniers mois. La maladie de Mathieu, qui aurait pu lui arracher son fils. L'apparition miraculeuse de Manon, cette fille dont il ignorait l'existence. Les mensonges de Valois enfin dévoilés. Et maintenant, cette famille improbable qui commençait à se former, à guérir, à se construire. Il repensa à Sophie, à ce qu'ils auraient pu vivre si le destin, ou plutôt la malveillance d'un homme, ne s'en était pas mêlé. Aurait-il été un bon père pour Manon dès sa naissance? Aurait-il su éviter les erreurs qu'il avait commises avec Mathieu, cette absence chronique, cette priorité donnée au travail plutôt qu'à la famille? Il ne le saurait jamais. Mais une chose était certaine. Il avait une seconde chance maintenant. Une chance de connaître sa fille, de l'aimer, de la soutenir dans ses rêves et ses ambitions. Une chance de créer avec elle et Mathieu quelque chose de nouveau. Une famille qui ne correspondait peut-être pas aux définitions conventionnelles, mais qui était profondément, authentiquement leur. Le lendemain matin, Laurent se réveilla, tôt. En passant devant la chambre d'amis, il remarqua que la porte était entr'ouverte et le lit vide. Un instant de panique le saisit. Manon était-elle partie sans dire au revoir? Mais en entrant dans le salon, il la trouva là, assise par terre devant la baie vitrée, dessinant dans la lumière de l'aube qui inondait la pièce. Elle leva les yeux à son approche,
lui offrant un sourire timide. « Bonjour, dit-elle. J'espère que ça ne te dérange pas. J'avais besoin de dessiner. »« Bien sûr que non, répondit-il en s'approchant. Ma maison est ta maison, Manon. Tu peux y faire ce que tu veux. » Elle hocha la tête, reconnaissante, puis retourna à son dessin. Laurent y jeta un coup d'œil et fut ému par ce qu'il vit. Un portrait d'eux trois, lui, Manon et Mathieu, se tenant par la main devant un paysage qui mélangeait Paris et ce qui semblait être Berlin. « C'est magnifique, » murmura-t-il. « Ce n'est qu'une esquisse, » tempéra-t-elle. « Mais j'aimerais en faire une vraie œuvre un jour, peut-être pendant mon séjour à Berlin. J'aimerais beaucoup ça. » Manon reposa son crayon, contemplant son dessin inachevé. « Tu sais, pendant des années, je me suis demandé pourquoi j'avais ce sang si rare, si particulier. Ma mère disait que c'était un héritage précieux, mais aussi une responsabilité. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Et maintenant je comprends. Ce sang m'a mené à vous, à Mathieu, que j'ai pu sauver, à toi, que j'ai appris à connaître. Ce n'était pas une coïncidence que je me trouve près de cet hôpital cette nuit-là. Quelque chose m'y a conduite, une sorte d'intuition, un appel que je ne pouvais pas ignorer. » Laurent s'assit près d'elle, touché par cette confession. « Je ne crois pas beaucoup au destin habituellement, mais dans notre cas, c'est difficile d'y échapper, » compléta Manon avec un léger sourire. « Trop de coïncidences, trop de connexions improbables. » Un bruit de pas les interrompit. Mathieu apparut dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Manon, tu es resté dormir ?» demanda-t-il, agréablement surpris. « Oui, petit frère, et j'ai même commencé un nouveau dessin. Tu veux voir ?» Mathieu se précipita vers eux, s'asseyant entre Laurent et Manon pour admirer l'esquisse. « C'est nous, tous les trois !»« Oui, » confirma Manon, « tous les trois. » Ces mots simples résonnèrent dans le cœur de Laurent comme une promesse. Une promesse de présence, d'avenir, de famille, une promesse de guérison et de renouveau. Dehors, le soleil se levait pleinement sur Paris, illuminant la ville de lumière dorée. Un nouveau jour commençait. Et pour eux trois, une nouvelle vie aussi.